Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, comme d'habitude, préparateur physique et diététicien sur olympefit.fr. Et aujourd'hui, j'accueille Anaël Aubry sur la chaîne pour un podcast autour de l'endurance. Donc aujourd'hui, on va s'éloigner un peu de ce que j'aborde très souvent sur cette chaîne, c'est-à-dire la musculation, et on va plutôt parler de l'endurance. Pour ceci, donc du coup, je pense que Anaël est vraiment la personne compétente dans ce domaine. Je vais laisser Anaël se présenter. Vous allez voir que c'est vraiment la bonne personne pour nous parler de l'endurance. Donc, Anaël, est-ce que tu Euh, peux juste... Oui, dis-moi. non, non, vas-y, j'allais te répondre, Alex. Je te laissais finir, j'ai cru que tu avais fini. D'accord. Donc, Anaël, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à être spécialiste de l'endurance? Yes, bah, bonjour à tous. Salut Alex, merci pour l'invitation. Est-ce que je serai la bonne personne? Je sais pas, hein, ce sera à vous d'en juger. Écoute, oui, c'est principalement les sports dans lesquels j'évolue depuis 12-13 ans maintenant, à haut niveau, on va dire ça comme ça. Même si du coup, comme on se le disait avant, c'est les sports dans lesquels j'évoluais déjà comme pratiquant ou encore maintenant d'ailleurs, ou dans l'encadrement, on va dire, plus amateur et loisir. Bon, bah, je vais pas faire tout mon parcours parce que j'ai un peu la bougeotte et ça risque d'être un peu long, mais on va dire mon circuit professionnel, il a commencé à l'INSEP, je pense que ça parle à tout le monde, Oui, où je réalisais une thèse de doctorat, où j'étais financé par la Fédération française de triathlon pour être auprès des équipes de France olympiques. Donc pour le coup, je pense que dans l'imaginaire collectif, le triathlon est un sport bien d'endurance, même si jamais on en discute, tu vas te rendre compte que le triathlon olympique, certes, ça dure près de 2 heures, mais ça se gagne pas forcément que sur l'endurance. mhm, Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, bah, j'ai pu collaborer avec plein d'autres sports d'endurance, les équipes de France d'eau libre, de VTT, de pentathlon moderne, de boxe, qui reste une discipline majoritairement aérobie. bien sûr. Et puis ensuite, je suis parti de l'INSEP après les Jeux de Rio, où j'ai continué à collaborer avec l'équipe de France de tri et d'eau libre, qui restaient les deux équipes de France avec lesquelles j'étais, on va dire, le plus loin dans la collaboration, où j'avais une double casquette à un moment de ma thèse, à la fois répondre à des questions d'entraîneurs et d'athlètes, donc ce qu'on va peut-être faire un petit peu aujourd'hui. Donc là, qui étaient des questions évidemment pour des athlètes qui visent des podiums mondiaux olympiques, mais qui peuvent être euh, redescendus, entre guillemets, mais si le mot est très vulgaire, pour des pratiquants, on va dire, plus loisirs, en tout Tout à cas pas fait. à très haut niveau, où j'avais du coup ce rôle-là et un autre rôle qui était de les accompagner en stage à l'entraînement pour justement aller plus loin que j'allais dire de la simple recherche. Encore un mot assez vulgaire qui sort de ma bouche, mais en tout cas, d'essayer de l'appliquer, de l'adapter, de convaincre, de faire de la pédagogie avec les gens qui sont sur le terrain au quotidien. Je suis parti dans le tennis après, chez Mouratoglou. Je pense que ça parlera beaucoup de sueurs de tennis. Et ensuite, je suis revenu à mes premiers amours dans le cyclisme professionnel, Mhm, qui est mon sport d'origine. Avant que je fasse le triple effort, c'était mon sport à la base, où du coup, j'ai eu la chance d'être dans comment dire, une équipe qui se construisait. Il y avait tout à faire, donc avec à la fois peu de moyens au départ et tout à créer. Donc c'était assez challengeant, où du coup, j'avais ce rôle de devoir structurer la performance avec mes collègues. Donc à la fois le côté entraînement, mais aussi le côté médical, soins, nutrition. Tu parlais de nutrition tout à l'heure, récup, sommeil, etc. mhm, Ce qui nous a amené à aller sur le Tour de France par la suite, mhm, plusieurs années de suite. Donc ça, c'était un beau challenge aussi, avec un petit budget à l'échelle du Tour de France, mais du coup qui demande de se poser les bonnes questions, parce que si on a moins d'argent que les autres, dans le sport pro, la logique veut qu'on a sur le papier des sportifs avec moins de résultats par le passé. Donc, il va falloir tout maximiser. Et puis, pour boucler la boucle, même si j'ai oublié pas mal d'épisodes, depuis 2-3 ans, je réentraîne au quotidien. mhm, Chose que je m'interdisais avec mon directeur de thèse à l'époque, Yann Lemeur, qui parle peut-être à certains de tes auditeurs, c'est avec ses mhm, infographies, YLM Sport Science. On essayait de ne pas être, comment dire, jugé parti, entre guillemets, d'être mhm, très, voilà, on met un pas de côté et on est là pour accompagner dans la globalité. mhm, Et du coup, l'an passé, donc ça fait près de 2 ans, Pierre-Ambroise Boss m'a contacté pour l'entraînement, mhm, mais également les autres sujets. mhm, Et puis, et on en parlera peut-être aujourd'hui parce que ça me fait aussi moi-même me questionner, hein. Depuis quelques mois, je recollabore avec une triathlète, mhm, Émilie Morier,
qui a été championne du monde des sports en 2019, championne du monde élite du relais, Mhm. sort de 2 ans totalement blanc pour plein de raisons, qui a totalement arrêté le triathlon et qui se relance sur de la longue distance. Donc, quand on va définir l'endurance tous les deux, je pense qu'on sera bien dedans, là. Donc, du Half D'accord. Ironman, donc en gros un effort de 4h30, où à la fois il y a beaucoup de choses à reconstruire, mais à la fois, bah, évidemment, une athlète qui a beaucoup de bases très fortes, de passifs, Mhm. mais qui demande de beaucoup se questionner, de se tromper le moins possible. Et puis à côté de ça, bah, comme toi, hein, j'ai pas mal d'activités dans la formation auprès de préparateurs physiques, de kinés, de diététiciens, pardon, Mhm. de vulgarisation aussi, même si Oui. me concernant, historiquement, c'est plutôt sur de l'écrit Mhm. que sur du vidéo comme toi. Mhm. Mais je suis le monde moderne et j'essaye tout doucement d'être aussi sur des podcasts, sur des C'est pas vidéos, facile. etc. Enfin bon. Voilà, je continue à écrire parce que ça me passionne et que c'est un outil différent. Mhm. Voilà, pour Ok, faire un ok. petit peu le tour. Parfait. Donc, du coup, Anaël, tu es scientifique du sport. Tu as un bagage académique qui est quand même conséquent dans le sport, dans les pratiques plutôt d'endurance. Hmm. Tu es entraîneur récemment, tu es pratiquant toi-même, donc tu étais en train de me dire que tu pratiquais aussi le biathlon, Le duathlon. le duathlon, excuse-moi, le duathlon. C'est un grand classique, t'inquiète pas. Donc, course à pied et vélo. Donc, Yes, on fait sauter la nage, la c'est natation. ça. Et puis, tu es aussi formateur. Donc, ça te donne quand même plusieurs casquettes et plusieurs angles de vue qui sont, je pense, très intéressants et complémentaires autour, toujours autour de l'entraînement en endurance. Et donc, aujourd'hui, notre but, comme on se l'était dit, c'était plutôt de s'adresser à un public qui n'est pas au niveau, d'accord, un Hmm. public, le sportif qui pratique en loisir, mais qui est quand même assidu et qui a envie de progresser en endurance, d'accord? Et donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être à définir les plusieurs formes d'endurance? Alors, comme je t'avais expliqué, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du développement de cette capacité. Et les infos que j'ai et que je donne à mes clients quand ils me demandent quand même un peu de conseils dans le domaine de l'endurance, bah, c'est des infos qui sont très basiques que j'ai appris quand j'étais étudiant et que je n'ai pas creusé depuis. Donc, moi, je me suis arrêté à deux formes d'endurance. L'endurance fondamentale, qu'on travaille euh, à peu près donc à des allures très lentes, tu vois, et qu'on peut tenir Hmm. pendant plusieurs heures avec une filière Yes. énergétique à prédominance aérobie. Et puis la deuxième forme d'endurance que je connais, c'est l'endurance qu'on appelle active, qui prend sous forme, qui est souvent, comment dire, appelé le fractionné. Tu vois, dans le jargon, on appelle ça le fractionné, c'est-à-dire des allures beaucoup plus rapides, alternées, qu'on ne peut pas tenir pendant plusieurs heures. Donc, est-ce que aujourd'hui, toi, tu définis l'endurance aussi sous ces, tu fais la différence entre ces deux formes? Est-ce qu'il y a plusieurs autres formes que je ne connais pas? Comment tu définis l'endurance, Anaël? Alors, d'un point de vue, on va dire, conceptuel pur, quand tu parlais un peu de théorie d'universitaire tout à l'heure, ou juste avant, évidemment, nous, dans nos sports, l'endurance, et je pense que ça va te parler même dans les sports de force, c'est la capacité à tenir le plus longtemps possible une intensité donnée. Mhm. Donc finalement, tu vois, qu'on prenne le coureur du 100 mètres Pierre-Ambroise Boss ou Émilie Maurier qui doit tenir allez, 4h30 sur un triathlon, l'idée, ça va être de repousser sa capacité à tenir une endurance que l'on vise, qu'on pense pouvoir viser et de ne pas s'écrouler au moins possible. Et finalement, voilà, cette endurance, on devait la, l'expliquer de façon très simpliste, parce qu'évidemment, de façon théorique, on la ferait un petit peu différemment. Mhm. Ce serait la capacité à tenir le plus longtemps possible. Donc, l'endurance en tant que telle, c'est vraiment ça. Donc, finalement, l'endurance, on peut même, tu vois, un coureur de 100 mètres, eh ben, on peut déjà parler d'endurance dans sa capacité à tenir 100 mètres à une intensité élevée et à pas, par exemple, perdre de vitesse au-delà du 60 mètres où il va essayer de maintenir sa vitesse. Tout à fait. Donc, typiquement, je sais pas si je serais peut-être moins bon que des spécialistes sur ce sujet, mais un Usain Bolt, pour parler de la légende du 100 mètres, là où il était le plus fort, c'était dans sa capacité à toujours appliquer de la force au-delà du 60 mètres. Mhm. Et donc, il avait une endurance à très haute intensité, à très haute vitesse. Mhm. Il était très fort sur la droite de la courbe de force-vitesse, mais ça tombe Oui, bien parce que du coup, ça lui permettait d'être endurant sur un 100 mètres ou sur un 200 mètres. oui. Avec toujours cette impression qu'il accélère, alors qu'en fait, c'est peut-être les autres qui butent un peu, tu vois.
Exactement. Euh, C'est les autres qui donc, ralentissent. euh, donc, il était certainement très fort hein, par rapport à un sportif d'endurance, mais peut-être un petit peu moins que ses adversaires en force pure, tu vois, sur le démarrage. Mais ses qualités d'endurance faisaient que sur un 100 mètres, dans sa ligne d'arrivée qui compte, il était peut-être plus endurant sur un 100 mètres que les autres. Donc voilà, ça c'est important de le dire, je pense, parce que finalement, on a tous besoin d'être endurant, je pense, dans nos disciplines, sauf erreur de ma part, à part peut-être des disciplines hyper explosives, hyper anaérobies lactiques, encore que, ça se discute, hein. Un Oui, bien sûr. haltérophile, il a peut-être pas besoin d'être endurant sur une barre. Par contre, s'il doit faire un concours très long, peut-être qu'il y a une notion d'endurance qui rentre un petit peu en compte. Tout à fait. S'il faut enchaîner une séance Euh, de 1 heure avec Enchaîner plusieurs les séances, tu vois, gammes, je pense que c'est des choses dont on va parler après quand tu bien parlais de sûr. l'endurance fondamentale, par exemple, ou je sais pas, sur un sport qui est peut-être moins connu mais qui est olympique, qui est le plongeon. Bah, le plongeon, ça se joue sur quelques secondes, voire moins hein, pour le 3 mètres. Sauf que s'il y a plusieurs sauts, sur plusieurs jours, et évidemment, si tu n'as aucune endurance pour répéter ce type d'effort intense, Mhm. c'est un peu dommage parce que ça va souvent se jouer sur le dernier saut si tu es en train de jouer la gagne. Oui, tout à fait. Donc voilà, je vais pas prendre tous les sports et on pourrait toujours me critiquer sur ce que je dis là, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même une majorité de nos sports qui fait que, attention à pas oublier l'endurance, même si dans beaucoup de sports que j'ai cités, évidemment, l'explosivité, la force, la puissance ce sont les priorités. Et si tu deviens marathonien, tu vas pas être champion olympique d'haltérophilie, évidemment. Donc voilà, ça c'est important de le rappeler. Et ensuite, les deux notions que tu as données. Alors moi, je parlerai pas d'endurance là, en l'occurrence, mais ce que tu dis est très intéressant. C'est que si tu veux, on s'est rendu compte avec le temps, et notamment bah, dans les sports qui sont les miens, on zoome plus sur les qualités aérobies, qu'on pourrait relativement qualifier de deux grandes familles, tu l'as dit. L'une qui est plutôt l'endurance fondamentale, on peut l'appeler comme ça, il n'y a pas de souci. Chacun l'appelle comme il veut, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de retenir qu'on parle d'une intensité, pardon, qui est sous le premier seuil. Donc, je vais rapidement dire ce que c'est après. Donc, tout de suite, ce qu'on peut se dire, c'est une allure qui est très facile, ou une intensité très facile. On est capable de, bah, typiquement, tu vois, si on arrête le podcast là tout à l'heure, que tous les deux, on va faire un petit footing, un petit tour de vélo, bah, ce serait une allure. On est capable de débriefer le podcast pendant toute notre sortie. Voilà, là, c'est de l'endurance fondamentale. Après, la durée, c'est encore autre chose. En tout cas, dans le ressenti, on sait qu'on va pouvoir tenir longtemps si on est un petit peu entraîné. Cette allure-là, cette intensité-là, elle va permettre de développer différents facteurs de la performance qui sont intéressants de mon point de vue, pas uniquement dans les sports d'endurance, hein, je Mhm. pense qu'on va aller dessus après. Et puis, bah, tu l'as dit, l'autre intensité qui va situer, on va dire, sur tout ce qui est au-delà du second seuil. Je fais les seuils juste après. Oui. Mais qui, en termes de ressenti, on est sur une allure où on sent qu'on commence à ventiler, on commence à avoir du mal à tenir un échange vocal, à pouvoir discuter ensemble. Puis, bah, plus on monte en intensité, plus ça devient compliqué, évidemment, de parler. En tout cas, toutes ces allures-là, où c'est très intense, où on est plus ou moins autour de la FC Max, comme tu l'as dit, où on se l'est dit en intro, je crois. Encore que, à voir, hein, parce que suivant les récup, etc., ça sera compliqué d'y être. Mais en tout cas, on est bien plus haut que la fois d'avant. Et où là, on va aller sur d'autres marqueurs de perf qui, encore une fois, peuvent être intéressants dans d'autres disciplines que uniquement les sports d'endurance. Alors, juste pour être bien compris de tout le monde et qu'on ait tous le même degré d'échange, de Mhm. compréhension, en gros, le premier seuil, les seuils, c'est assez simple à comprendre. Je pense que tout le monde a déjà fait un test VMA à l'école, au collège, à la fac, ou un test PMA, suivant le sport. Euh, on va se dire que c'est un test triangulaire. Donc, un test triangulaire, tu sais, c'est un test où on augmente l'intensité au fil du temps. Mhm. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple que j'ai donné Comme de le la Luc course à Léger. pied, bah, par exemple, alors il existe X tests. Moi, je ne serai jamais quelqu'un qui te dira qu'un test est meilleur que l'autre, Mhm. tout simplement parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de testing quand j'étais à l'INSEP avec du matériel scientifique où on peut bah, voir ce qui se passe, hein, tout Mhm. simplement, à l'intérieur Mhm. du corps humain. Et finalement, pour moi, tous les tests peuvent être intéressants. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on peut trouver et quel est l'intérêt pour mon sportif, son activité, ses besoins, ses points forts, ses points faibles, ce qu'on veut travailler, Mhm. ou quand est-ce qu'on veut, enfin, si on veut voir son évolution par rapport à un protocole d'entraînement. Par exemple, quand tu parlais de fractionner, bah, je sais pas si je fais un fractionné où je veux voir sa capacité, euh, j'en sais rien,
aller de tolérance aux ions H+, si c'est plutôt sur une filière lactique, eh ben, peut-être que mon test VMA, je vais faire en sorte qu'il soit un petit peu moins sur les facteurs aérobie, mais sur ce qui se passe aussi au-delà de VMA, par exemple, pour un coureur de 1500 mètres. Donc, on va être plutôt Euh, sur du lactique pour voilà. essayer d'aller. C'était un exemple comme ça, mais Ouais. plus simplement pour te dire que il n'y a pas un test qui est moins bon qu'un autre. Après, si on s'arrête uniquement sur la filière aérobie, qui est, je pense, un peu notre point de départ d'aujourd'hui, voilà, faut avoir quand même conscience de différentes choses. Le système aérobie, je pense que beaucoup le savent, c'est un système qui est très lent à se mettre en route, enfin très lent. Il est lent par rapport aux autres filières. Par rapport aux autres filières, tout à fait. Il faut Par rapport aux autres relativiser. filières. Voilà, il faut relativiser, c'est pas non plus un tracteur. Preuve en est, par exemple, tu prends un coureur de 800 mètres. Donc en gros, on peut se dire, allez, une 45 pour les meilleurs hommes, 2 minutes pour les meilleures femmes, pour schématiser. Passer le 200 mètres, la filière aérobie sera celle qui apporte le plus d'énergie, D'accord. enfin qui resynthétise le plus d'énergie. Ouais. Évidemment, tous ceux qui ont déjà couru à 800 mètres qui nous écoutent aujourd'hui, ils vont me dire, Arnel, mais t'es un malade, c'est hyper lactique, quand je finis à 800 mètres, je suis à plat ventre pendant je sais pas combien de temps, j'ai envie de vomir. Évidemment que le lactique est prépondérant dans cette discipline, dans la filière anaérobie lactique, et que on va continuer à apporter de l'énergie via cette filière. Et donc forcément, plus on va avancer dans le 800, plus ça devient compliqué en termes de Mm, sensations. mm, Pour autant, elle est à dominante aérobie. mm. Et donc, ça vient illustrer ce que je te disais, que sur des coureurs de haut niveau très entraînés, à mine de rien, passer 30 secondes d'effort, la filière aérobie, elle prend le dessus. Ouais. Et puis, évidemment, plus on va avancer dans le 800, plus elle va prendre le dessus. Et donc, si tu es ric-rac sur la filière aérobie, bah, même sur un 800 mètres, tu risques de Mm. de pas comment dire mettre suffisamment en valeur tes qualités premières du 800 qui sont les qualités de vitesse, de tolérance aux ions H+, de puissance, etc. Parce que finalement le mur tu risques de le prendre avant la ligne d'arrivée. Bien sûr. Voilà, donc finalement si on doit définir ces seuils pour bien définir les intensités dont tu m'as parlé, allez, on part pour un footing, on part sur une allure très lente, Mhm, ouais, 6, 7, 8 à l'heure, j'en sais rien, suivant le niveau, c'est à vous de le définir, mhm, mais dans l'idée d'être vraiment très facile, très lent. mhm. Et puis, tous les X temps, on va augmenter l'allure. Évidemment, sur le terrain, le plus simple, ce sera de faire un test où par exemple, ça peut être aller toutes les 2 minutes, on augmente d'1 km/h. Mhm. Pourquoi 2 minutes? Parce que si on fait moins, bah, pour moi, le risque, il est justement de ne plus être trop sur un test aérobie parce que il faut le temps que la filière aérobie s'installe, enfin que les différents systèmes prennent le temps de se stabiliser à chaque intensité. D'accord. Donc, si tu fais des paliers de 30 secondes, 1 minute, c'est bien, hein, tu vas plus vite arriver à VMA. Par contre, tu auras du mal à bien voir les choses, d'une part. Et d'autre part, il y a de grandes chances que quand tu arrives à VMA, tu aies encore de la marge et tu vas te servir beaucoup de la filière lactique, de ta tolérance musculaire, mentale, etc. Mhm, Donc, tu vas arriver à un test, tu vas faire une perf superbe. mhm. Et quand tu vas te réentraîner, tu vas te dire, c'est bizarre, j'ai fait un test VMA à 23 à l'heure, on m'a dit tout à l'heure sur une séance de VMA, je suis déjà pendu. Ouais, donc Bon, on c'est peut peut-être plus l'utiliser comme référence. voilà, c'est peut-être qu'on s'est trompé sur le protocole. Sur le protocole que je te propose là, à ma connaissance, de l'expérience que j'ai, pour un sportif entraîné, si tu commences à faire des paliers de 2 minutes avec un incrément d'1 km/h, il y a de grandes chances que le dernier palier validé, donc le dernier palier fait en entier, soit plus ou moins ta VMA, donc ta D'accord. vitesse maximale aérobie, on va le redéfinir après, mais donc la cinquième vitesse pied au plancher de ta filière aérobie. Et puis, bah, peut-être que tu vas gratter un peu de temps après sur le palier suivant, mais il y a quand même relativement peu de chances que tu grattes encore 2 minutes. Et de toute façon, si c'est le cas, tu vas très vite réajuster par rapport à tes entraînements par la suite. Ces fameux seuils, en fait, ils sont assez simples à définir, sans forcément avoir un matériel scientifique, hein, où tu sais, nous, on ferait avec des échanges gazeux respiratoires pour aller voir un petit peu ce qui rentre, ce qui sort, pour pouvoir mieux comprendre les évolutions de ces filières. Mhm, Donc, on part dans cette idée d'être sur une très basse intensité, on augmente l'allure tout doucement, mhm. et arriver à une certaine allure. Bon, alors, en l'occurrence, ce serait peut-être plus toi que moi pour aujourd'hui. Sur un test de force, ce serait peut-être différent, c'est même sûr que ce serait différent. Va arriver un moment où tu vas commencer à ventiller un petit peu, Mhm. et tu seras toujours capable de me parler, hein, mais finalement, les échanges vont être un petit peu plus courts. Tu vas me Mhm. répondre quelques mots, mais tu vas pas me tenir un discours de 30 minutes comme je suis en train de le faire. Mhm. Donc là, il y a de grandes chances que ce soit ton premier seuil qui soit arrivé. Donc, on appelle ça le premier seuil ventilatoire, Mhm. le seuil aérobique, appelle-le comme tu veux, c'est pas très Mhm. important. Mhm.
Pourquoi premier seuil ventilateur? Parce que finalement, la filière aérobie n'est plus suffisante pour t'apporter l'énergie que te demande l'intensité qui est demandée. Donc, tout Mhm. simplement la vitesse à laquelle tu cours. Parce que c'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête, hein. Nos filières énergétiques, elles sont au service d'un travail mécanique. Mhm. Chose qu'on oublie souvent dans mes sports à moi. On va souvent se dire la priorité, c'est la physio, c'est l'énergétique. Et peut-être que ce sera l'inverse de vous, mais parfois on va oublier le fait que c'est bien de bosser l'énergétique au taquet. Mais si sur le mécanique, sur le musculaire, tu as des manques, et c'est peut-être pour ça que tu as des clients qui viennent des sports d'endurance aussi, qui ont Bien cette sûr. idée-là. C'est qu'évidemment, plus ta mécanique sera efficiente, économique, efficace, moins ça te demandera d'énergie. Bon, bref, on arrive à ce premier seuil. Le système aérobie suffit plus à tenir, ne suffit plus à apporter l'énergie nécessaire à l'intensité demandée. Et donc, la filière lactique vient de donner un coup de main. D'accord. Pour l'instant, c'est pas trop un problème. On est sur des intensités qui sont assez basses. Malgré tout, tu dois le savoir, hein, quand la filière lactique vient réellement donner un coup de main, parce qu'elle est déjà en route avant, hein, mais simplement elle est sur des allures, sur des intensités très basses. Et ce qui va se passer, c'est que deux choses vont avoir lieu en même temps. Cette production de lactate qui va t'apporter de l'énergie, hein, si on devait schématiser pour aujourd'hui, l'idée on va simplement dégrader du glycogène, donc du sucre, hein, pour être vulgaire, Bien sûr. et on va en produire du lactate qui donnera de l'énergie. Problème, enfin, c'est pas un problème en l'occurrence, hein, mais c'est que c'est comme ça. Ce lactate, il est associé à des ions H+, À de l'acidité. exactement, qui va acidifier le milieu, ce que tu vas ressentir au niveau musculaire. Et c'est ce qui fera que, par exemple, à la fin d'un 800, tu as les jambes t'as l'impression qu'elles ont doublé de volume, que tu vas commencer à avoir beaucoup de mal à avoir des contractions musculaires efficaces. Là, pour l'instant, on est très bas en intensité. Et ça tombe bien parce que tant que tu es bas en intensité, ta filière aérobie, elle arrive à la fois à te donner de l'énergie et à faciliter l'évacuation de ces ions H+, via le réseau capillaire, donc via les vaisseaux sanguins. Donc, c'est assez simple à comprendre ce premier seuil. Et pourquoi tu commences à ventiler finalement, Alex? Tout simplement parce que si tu dois évacuer ces ions H+ via ton réseau capillaire, via tes vaisseaux sanguins, bah, finalement, ça va te demander En fait, si tu veux, nous, ce qu'on voit sur les courbes sur un test d'effort, on a deux courbes. On en a une, c'est la ventilation sur la VO2. Donc, la ventilation divisée par le volume d'oxygène. On en a une autre, c'est la ventilation divisée par le volume de CO2, donc ce que tu rejettes. Je Ces fameux, rejette. vulgairement, on appelle ça des déchets. Voilà. Tout à fait. Mais encore une fois, c'est pour se faire comprendre qu'on l'appelle comme ça, alors que moi, ce que je vois, c'est que le corps humain est monstrueux et magnifique. Et une fois que tu comprends tout ça, tu comprends que via l'entraînement, tu vas pouvoir améliorer ses points forts et ses points faibles. En soi, ce n'est Euh, pas vraiment des déchets, c'est juste le système tampon qu'utilise le corps pour diminuer exactement, l'acidité. Donc, exactement. c'est sûr que c'est vu d'un point de vue péjoratif, mais comme dans tout, hein, même dans tous les domaines, on appelle déchets des choses qui en soi sont essentielles, en fait. Hein. C'est Complètement. pas du Et tout là des où tu as déchets. raison, c'est que dans le fil à Roby, on pourrait presque appeler ça des déchets verts, dans le sens où finalement, tu l'as dit, hein, c'est une filière qui peut tenir relativement longtemps, de quelques minutes à plusieurs heures suivant l'intensité, tout simplement parce qu'on arrive relativement à recycler les choses. Et donc, c'est pas un déchet qui va faire que putain merde, on est obligé d'arrêter l'allure, enfin de baisser l'allure, parce que ça crée différents dérèglements qui font qu'on est obligé de baisser l'allure. Là, en Mm. l'occurrence, sur la filière aérobie, il y a peu de chances que ça arrive. Mm. Et donc, ce premier point d'inflexion de la ventilation est tout simplement lié au fait que tu vas ventiler un petit peu plus Mm. pour évacuer ces ions H+. Mhm. Et donc, ton endurance fondamentale dont tu parlais, elle est sur toutes les allures qui se situent sous ce premier seuil. Tout sur le premier seuil. Donc, le seuil Euh, aérobie, on arrive à ce seuil quand notre capacité ventilatoire n'a- est obligée d'augmenter complètement. pour diminuer l'acidité qui, elle, va directement impacter la contraction musculaire. Est-ce que je me C'est ça. trompe? Alors là, du coup, elle n'impacte encore pas, voire très peu, hein, parce qu'on Ouais, arrive à évacuer les ions on arrive à H+. l'évacuer, tout à fait. Et c'est grâce à cette ventilation, finalement, où ça, c'est un peu ambivalent, hein. C'est que on a besoin d'aérobie pour l'énergie, mais on en a aussi besoin pour évacuer les ions H+. Mais c'est pas grave. C'est Mm. magnifique parce que ça nous permet de tenir l'intensité Mm. et d'être encore relativement serein. Donc finalement, tu vois, si on devait vraiment parler et réfléchir entraînement, plus on sera à haut niveau, plus cette gamme d'intensité sous le premier sol, elle sera importante, hein, pour que Bien tu sûr. situes. Ouais, on parlait de triathlon juste avant, mais ce sera pas si éloigné pour des coureurs à pied de haut niveau. Ouais, chez les hommes, on est plus ou moins autour des 19 à l'heure, tu vois.
Donc D'accord, ok. c'est très Oui, très élevé. c'est très élevé, Mais tout c'est à fait. relativement compréhensible parce que plus on est à haut niveau, plus on est chez des sportifs qui, notamment, mécaniquement, sont hyper efficients. Hmm. Et donc, tu vois, ils ont cette idée de... ça veut pas dire qu'ils font leur footing à 18, attention, hein. On Oui, en reparlera peut-être après. oui, Pour autant, ils ont voilà, cette capacité à ce que même sur des allures qu'on pourrait juger très élevées pour un coureur amateur, qui sera souvent sa VMA, voire peut-être même plus que sa VMA parfois, ben, ils ont cette idée de, ouais, pour moi, tout se passe bien, c'est facile, tu vois, je ventile pas beaucoup, je suis capable de parler longtemps. Et si tu réfléchis par rapport à leurs allures en course, c'est relativement logique. oui, Le record du monde du marathon est au-dessus de 21 à l'heure. Bon, bah, c'est pas illogique que des bien sportifs de haut sûr, niveau aient un premier seuil à 18, 19 bien à l'heure. sûr. Je- Et puis, tu bah, l'as chez les très filles, bien, ouais, vas-y, vas-y. tu l'as très bien dit, ils arrivent à avoir des niveaux de performance élevés, à avoir une VMA élevée, entre autres parce qu'ils ont une efficacité mécanique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont travaillé leur foulée et qui ne dépensent pas de l'énergie avec une foulée inefficace, avec plein de déperditions. Entre autres, donc Complètement. ça, c'est un point très important. Et là, C'est on un le point. parle là, on prend tous les deux l'exemple de la foulée, mais dans les sports d'endurance, tu pourrais le faire sur la qualité de pédalage d'un cycliste, sur la qualité aquatique d'un nageur, etc. Et finalement, là où c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que on va souvent euh, euh, presque s'arrêter à la VO2 max dont on va parler après, qui est la taille du moteur aérobie, pour faire simple hein, pour l'instant. Euh, Bien sûr, parce que tu veux pas être champion olympique avec une VO2 max en carton. Ça, il n'y a pas de secret. Pour autant, tu te doutes bien qu'à haut niveau, personne n'a une mauvaise VO2 max. C'est pas possible Mhm. parce que c'est l'un des facteurs premiers de performance et donc à la fois par l'inné et par l'entraînement, on va se retrouver avec on va se retrouver qu'avec des sportifs qui ont une très belle VO2 max, Mhm. différentes entre eux, hein, mais relativement plus différentes. Et finalement, ce qui va beaucoup les différencier entre eux, ce sera ce qui se passe en dessous de VO2 max, Mhm. donc dans leur qualité de geste, dans leur économie de geste. Mhm. Et leurs seuils vont notamment beaucoup se décaler grâce à ça. Beaucoup grâce à ça, pas que grâce à Mhm. ça, mais beaucoup grâce à ça. Mhm. Et donc, bah, déjà, on comprend, ne serait-ce que uniquement par ce biais, l'intérêt de l'endurance fondamentale, parce que au travers de cette endurance fondamentale, tu vas renforcer la base. Et puis, bah, forcément, plus ta base est solide, plus ton premier seuil arrive tard. Et si tu entretiens ce qui se passe au-dessus, sans même chercher à le développer pour l'instant, dans notre discussion, eh ben, allez, admettons qu'Alex, il avait un premier seuil à 12 à l'heure, hein, je l'invente. Mhm. Mhm. Eh ben, si on arrive à faire en sorte que ta base se solidifie, bah, peut-être que ça va être 12,5 ou 13. Mhm. Et puis, bah, si ta VMA arrive à 16, je l'invente encore une fois, peut-être qu'elle va arriver à 16,5 ou 17, alors que ta VO2 max n'aura peut-être même pas changé. Mhm. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour moi, c'est que quelles que soient vos allures spécifiques en compétition, si votre dominante est aérobie, plus votre base sera solide, plus il y a de chances que, on va dire, le haut de la pyramide se décale également, ou monte vers le haut ou vers la droite, vous prenez dans le sens que vous voulez, enfin, en tout cas progresse. Et donc, même si l'endurance sondage aura plein d'autres intérêts dont on parlera sans doute après, il y a un réel intérêt à la travailler, alors que bah, tu te doutes bien, et je pense que tu verras ce que je veux dire. Pour beaucoup de sportifs, quand on n'en a pas l'habitude, c'est très difficile de travailler à cette allure parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Mhm. On a l'impression que c'est facile. Oui, Alors, lui, en l'occurrence, c'est facile, hein, c'est vrai. Et on a toujours cette idée du no pain, no gain où bah, pour progresser, il faut se faire mal, il faut tout le temps se faire mal. bien Sauf sûr. qu'encore une fois, la performance, elle est multifactorielle, il faut prendre le temps de l'analyser. Et quoi de plus beau finalement que de se dire qu'on peut progresser en faisant aussi des choses faciles, qui sont moins traumatisantes, qui limitent le risque de blessure et qui, on va en parler peut-être juste après, on va peut-être finir notre test VMA, peuvent apporter énormément de choses sur plein de secteurs, pas que sur l'endurance. Et donc finalement seront très vertueuses sur la capacité à encaisser les charges, sur la capacité à tomber moins souvent malade, la Mhm. capacité à moins se blesser, la capacité à faire plus de séances de haute intensité, Mhm. etc., etc. Et donc finalement, gros intérêt sur cette filière, sur cette intensité. Du coup, pour faire le point concernant le premier seuil, avant de passer au deuxième, donc, on est toujours en train de faire notre test VMA. Hmm. On augmente l'allure de 1 km par heure toutes les 2 minutes, on a dit, d'accord? Et on sait qu'on est à peu près arrivé au premier seuil quand on ventile un peu plus. Voilà. Et en fait, c'était important pour moi de vous dire ça parce que nous, lorsqu'on le fait sur du haut niveau, qu'on a du matos,
On va avoir encore une fois les échanges gazeux respiratoires où on aura différents marqueurs qui vont nous permettre d'être très précis sur le seuil, plus un taux de lactate sanguin qui va nous permettre de voir ce fameux point d'infection qui arrive. Et puis, bah, en les mettant les uns en lien avec les autres, on va se dire, bon, bah voilà, je sais pas, on en a 5 sur 7 qui donnent la même info, pourquoi les deux autres ne donnent pas la même info? On essaye de comprendre. Et puis, avec l'expérience, on se trompe assez peu. Je préfère être honnête en disant on se trompe assez peu parce qu'on peut Oui, aussi avoir une petite marge d'erreur. Mais en tout cas, on est relativement fin. Pour autant, peu de personnes auront cette capacité à faire des tests type laboratoire. Et puis, encore que, ou faire le test en laboratoire. Est-ce que les personnes ont l'habitude de le faire sur des sportifs entraînés? Est-ce que c'est pas l'étude sur des sédentaires qui sont malades? Enfin voilà, il y a plein de biais qui feront que, de biais ou d'incapacités qui feront qu'on ne peut pas forcément le faire. Pour autant, de mon point de vue, tu vois, si je prends ma petite personne, ça va faire 10 ans que j'en ai pas fait un, mais par l'expérience et par la multiplication des entraînements et la compréhension de tout ça, je sais quand je suis au premier seuil, tout simplement parce que à la fois je commence à ventiler, à la fois je sens que ça commence à être un petit peu plus difficile, mais je peux le tenir très longtemps. d'accord. À la fois je sens que mécaniquement, ça me demande à commencer à m'impliquer un peu plus, mais j'ai encore une certaine aisance. Donc voilà, je sais que je suis à peu près au premier seuil. Et puis de toi à moi, on peut le voir de différentes façons. On peut se dire qu'on fait un test VMA X fois dans l'année pour voir si les protocoles d'entraînement fonctionnent bien. Et puis, on y va un petit peu comme ça à tâtons et voir ce qui bouge. Et en faisant de la pédagogie sur nous-mêmes ou sur nos athlètes, bah, essayer d'aller plus loin que simplement la valeur de fin de test. Et puis, au quotidien, bah, c'est intéressant aussi de comprendre ça parce que tu vas aussi pouvoir l'adapter à la forme du moment, à la fatigue et pas simplement de dire, bon, bah voilà, Alex, on a trouvé qu'il avait un premier seuil à 12 à l'heure. Mais aujourd'hui, pour X raisons, 12 à l'heure, pour lui, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, je pense qu'on est dans la zone de travail parce que voilà, il commence à ventiler, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui. Bon, bah, pas besoin d'aller plus haut et de créer de la fatigue inutile alors que c'était pas le but. Ok, donc pour donner juste des astuces pratiques pour que Ouais, si les gens essayent de faire le protocole que tu es en train de nous décrire, pour qu'ils puissent avoir quelques repères leur permettant de dire, ah, ça y est, je suis à peu près au premier seuil. Il faut, certes, on commence à ventiler un peu plus, mais on peut quand même tenir une conversation. Vrai ou ouais, faux? vrai. Tu Ouais, es capable de me répondre. Tu es capable de me répondre ok. bon, une vraie phrase, hein, de plusieurs mots, tu vois, des choses toutes bêtes. Hein, c'est des choses qui ont Mm. été cherchées scientifiquement pour d'autres sujets. On sait que la capacité à réellement raisonner, enfin, c'est pas que tu deviens bête après, mais en tout cas, à être bien lucide, à réfléchir, à pouvoir faire des vraies phrases derrière, c'est tout ce qui se passe justement en dessous du second seuil. Mhm. Alors qu'à partir du deuxième seuil, dont on parlera après, du second seuil, bon, bah là, souvent, la réponse, ça va être très bref, ça va être deux, trois mots, oui, non, Mhm. oui, ça va pas, non, Mhm. ça va pas. On Mhm. n'est pas en train de faire le débrief de la journée. Mhm. Donc, tu es encore capable de parler, mais pas de tenir une conversation de plusieurs heures comme on le fait là. Mais voilà, encore une fois, très clairement, si tu commences à te concentrer là-dessus, à la fois dans tes entraînements ou dans des testings que tu pourrais faire, tu vas clairement te rendre compte qu'il y a un vrai switch entre le premier seuil et le second seuil. Et il est assez simple à comprendre, sauf si tu vas avoir des questions sur le premier seuil. Dis-moi. Euh, alors, du coup, on a parlé de l'aspect, donc, pour reconnaître qu'on est à peu près au premier seuil, on a parlé de Ouais, la ventilation, de la capacité à tenir une conversation. Est-ce qu'il y a oui. d'autres choses qui peuvent aussi, d'autres indices qui peuvent aussi nous permettre de savoir qu'on a atteint ce premier seuil? Alors, sans matériel scientifique, honnêtement, j'en vois pas beaucoup d'autres, pour être Est-ce honnête qu'avec avec un toi. cardiofréquencemètre, on peut Alors, savoir? alors justement non. Ok. Justement non, parce que quand tu fais un test triangulaire comme ici, alors là, en l'occurrence, j'en montre pas à l'écran, mais si je devais être très grossier, ta FC, elle va évoluer de façon relativement oblique Mhm. pour s'ajuster à l'effort à chaque palier, Mhm. même si on va voir que souvent sur la dernière minute du palier, elle commence à se stabiliser, voire elle se stabilise. Souvent, plus tu seras sportif de haut niveau, plus ça se stabilise parce que tu as cette capacité à avoir une forte filière aérobie, se Mhm. stabilisera plus vite et mieux. Mhm. Alors si on devait aller à l'autre extrême, un sédentaire, bah, va faire que monter tout le temps. Mhm. Et tu vas peut-être même serrer le moteur avant VMA. Et là, c'est d'autres problèmes, entre guillemets. Mhm. Finalement, ce qui va bouger, ce seront deux choses. Ce seront ce qu'on s'est dit juste avant.
ta ventilation ici sur ton volume d'oxygène, donc le volume d'oxygène que tu vas ingérer pour ensuite l'amener jusqu'à tes muscles pour produire l'énergie via l'ATP. Donc là, j'ai sauté plein d'étapes, mais le but avant tout de ta ventilation, c'est d'amener de l'oxygène via les alvéoles pulmonaires, de le ramener au cœur, ensuite de l'extraire via le ventricule gauche. Donc là, quand on parle de cardiofréquence-mètre, ce que tu nous disais, on va mesurer, alors on va faire une moyenne sur une minute, donc c'est une estimation, parce que la minute n'est pas passée au moment où tu as l'info. On va mesurer le nombre de battements par minute. Donc finalement, le nombre de fois où on éjecte du sang via le ventricule gauche pour, via les artères, l'amener vers les muscles qui sont sollicités. Donc là, allez, même si tout le corps est sollicité en course à pied, on va se dire majoritairement le bas du corps, pour faire simple. Donc là, on est encore sur, comment dire, on va devoir passer d'un milieu extracellulaire à un milieu intracellulaire. Donc l'intracellulaire, c'est ce qui se passera dans le muscle. Et là, il y a une info très importante, même si je prends un peu d'avance, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle la différence artério-veineuse. Donc c'est le passage de l'extracellulaire à l'intracellulaire. Pour l'instant, c'est un peu physio, mais tu vas voir que pour l'entraînement, c'est très intéressant. Mhm. C'est ce que moi, je schématise par le péage, quand j'ai des étudiants, des stagiaires. Finalement, c'est la différence qu'il y aura entre ce que tu pulses de ton cœur versus ce que tu récupères dans le muscle pour en produire de l'énergie. Et encore une fois, c'est souvent une différence qu'on retrouve entre des athlètes de très haut niveau et des amateurs. Mhm. C'est cette capacité finalement à ce que ce pH soit le plus efficace possible Mhm. et qu'on ne se retrouve pas sur le péage des vacances où il y a une masse de voitures qui arrivent, mais les péages ne vont pas assez vite, où il n'y a pas assez de péage. Donc ça bouchonne et finalement, c'est bien beau d'éjecter beaucoup de sang du cœur. Mais si tu arrives peu à en faire passer des artères aux veines, donc sur cette différence artério-veineuse, pour ensuite les étapes d'après, une fois que tu es dans le muscle, tu vas le savoir, c'est notre myoglobine qui est notre petit transporteur d'oxygène qui va l'amener dans la mitochondrie, donc qui est l'usine à oxygène dans le muscle, pour en faire de l'ATP, donc qui est notre source énergétique, notre devise énergétique, quelle que Bien soit la sûr. filière. Ce Donc on du- en arrive toujours à la même conclusion. Oui. Notre filière énergétique est simplement au service de notre système mécanique musculaire qui a besoin d'énergie, donc d'ATP. Et ce dont tu es en train de me Euh, parler, Anéel, c'est ce qu'on appelle la densité capillaire. Est-ce que je me trompe? Complètement. Ouais. C'est complètement. Et du coup, là, je t'ai cité plein de petits éléments physio où, si par la suite on doit parler entraînement, on se rendra compte que dans les entraînements aérobie, il existe plein d'entraînements différents, où on va jouer sur l'intensité, sur la durée des efforts, sur la durée des récup, sur le type de récupération, etc. Et où finalement, on va souvent essayer de plus mettre l'accent sur un facteur ou plusieurs facteurs et pas simplement se dire, bon, bah, je travaille le cardio. Ouais. Oui, je travaille le cardio, que je sois à basse intensité ou à haute intensité, même si évidemment le cardio est plus engagé à haute intensité. Mais pour autant, suivant mon sport, suivant le moment de la saison, suivant mes points forts, suivant mes points faibles, j'ai peut-être besoin de plus mettre l'accent sur un endroit qu'un autre. Et typiquement, tu vois, si je devais juste l'illustrer, cette différence artério-veineuse, on se rend compte que là où elle est le plus stressée, c'est sur des intermittents de très haute intensité, très courts. Mhm. Tu vois, type, un peu comme dans les sports co, type 10, 20, 15, 15, Oui, etc. comme du hit ou du tabata. Exactement. On va te demander d'être très haut en cardio, donc de pulser beaucoup de sang de ton cœur pour apporter de l'énergie à tes muscles, mais en même temps de faire des relances à chaque début d'effort. Donc au niveau musculaire, d'être hyper intense pour comment dire, un entraînement à dominante aérobie. Et donc, si ta différence artério-veineuse, elle n'est pas efficace, et tu vas, au bout de quelques efforts, commencer à charger musculairement et pas pouvoir tenir. Et l'exemple que je te donne est très bon, c'est que j'ai déjà vécu, par exemple, sur des formations où quand tu t'amuses et ce que je disais tout à l'heure, avec nos profils à tous les deux, où on s'amuse un petit peu à faire à la fois de la formation, de la pratique, etc., et finalement à tester par nous-mêmes ou sur d'autres personnes ce qu'on dit, tu te retrouves avec par exemple, je sais pas, un étudiant qui est très bon dans les sports d'endurance, qui fait du trail, qui fait du marathon, qui fait du triathlon, qui a des bons résultats. Et puis, on va se faire un intermittent très court et en fait, il va prendre une grosse claque Il va mourir. Ouais. parce que c'est pas ce qu'il bosse au quotidien. Et du coup, il est pas très bon sur ce fameux péage. En même temps, d'un côté, c'est pas sa priorité, mais
j'ai envie de te dire que si tout le reste, il l'a bien bossé, qu'il commence à arriver à une certaine limite, bah, le péage, il en a quand même besoin, Bien sûr, même sur sa filière, enfin bien sûr. son profil. C'est très Bref. important ce que tu es en train de nous dire. Donc, ce fameux réseau de péage, c'est la frontière entre le réseau veineux et le réseau artériel, ou plutôt le réseau artériel et le réseau veineux. Mm. Et les entraînements de type HIIT, High Intensity Interval Training ou Tabata, nous permettent d'augmenter ces péages qui sont tout simplement ce qu'on appelle le réseau capillaire. Et du coup, pour revenir au premier seuil, aux indices, aux choses, on est en train de parler de qu'est-ce qui change, quelles sont les choses sur lesquelles on peut euh, se référer pour savoir qu'on est arrivé au premier seuil. Euh, du coup, c'était quoi le lien? Mince, Le lien, il était de dire que, et je n'y suis pas arrivé, je crois, c'est que finalement, moi, ces points d'inflexion, je vais les voir soit sur un taux de lactate qui change d'un coup, Ok, soit sur une courbe ventilation sur VO2 qui change d'un coup, ce qui est assez logique par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. ok, Mais finalement, ça, tu ne l'as pas au quotidien, il y a peu de chances que tu l'aies. ok. Mais encore une fois, si tu prends un peu de recul, pourquoi le taux de lactate évolue d'un coup? Bah, tout simplement parce qu'il y a besoin de plus d'énergie. Pourquoi ma VO2, enfin ma VE sur ma VO2, donc ma ventilation sur ma VO2 évolue d'un coup? Bah, parce que j'ai besoin d'amener plus d'oxygène pour évacuer mes ions H+. Et donc finalement, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience, soit comme entraîneur, soit comme prépa physique, soit comme pratiquant, bah, une fois que je t'ai dit tout ça, si toi, tu vois vraiment ce côté, eh ben là, je sens que je ventile plus, que j'ai un petit peu plus de mal à tenir mes discussions, bah, tout simplement, tu as la réponse à ce que moi, j'ai mesuré, comment dire, en laboratoire. Et si, voilà, encore une fois, tu sais, on veut tout de suite des réponses. Si tu as un doute, c'est comme pour la VMA dont je parlais tout à l'heure, eh ben, prends quelques entraînements pour le fignoler. Et puis, bah, pourquoi ça peut être important aussi? Parce que, évidemment, tu me parlais de la fréquence cardiaque tout à l'heure. En fait, quand moi je vais le mesurer en labo, si par exemple on s'était dit que c'était 12 pour toi tout à l'heure, eh ben ce 12 à l'heure va être associé à une fréquence cardiaque. Donc toi à l'entraînement, on va aussi pouvoir se dire, bah voilà, quand Alex il arrive à tel niveau de fréquence cardiaque, à telle vitesse, on sait qu'il est plus ou moins au premier seuil. Euh, mais finalement, c'est individuel. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a tous une fréquence cardiaque maximale qui est différente. Bien Donc, en sûr. l'occurrence, on peut trouver des personnes qui ont la même fréquence cardiaque maximale, mais en tout cas, elle est différente d'une personne à une autre. Mhm. Et donc, son évolution sera aussi différente d'une personne à une autre. Et je vais aller plus loin que ça. Je vais te citer des exemples où, bah, évidemment, ceux sur lesquels j'ai le plus de recul lié à ma thèse, c'est les équipes de France de triathlon ou Mhm. celles d'eau libre, où bah, forcément, s'ils sont tous avec un niveau de finaliste mondial ou finaliste olympique, je te cache pas que sur les tests VMA, les valeurs de fin, elles sont plus ou moins les mêmes. Mhm. Pour autant, on a des vrais profils. Des Mhm. profils qui sont liés à leur inné, à leur enfance et à leur entraînement. Et ça va même plus loin que ça. Tu vois, j'ai des anecdotes où, par exemple, alors je pense à deux triathlètes hommes qui sont, si je dis pas de bêtises, premier, deuxième mondial, premier, troisième mondial cette semaine. Donc, si vous les cherchez, vous trouverez les noms. Donc, c'est pas des nuls, hein. Ah bon, la saison vient de se lancer. Ils ont fait que trois courses, hein, mais bon, malgré tout. À l'époque, ils étaient dans le même groupe d'entraînement depuis, je dirais, 3 ans. Donc, grosso modo, ils faisaient les mêmes entraînements tous les jours. Mais pour les différentes raisons que j'ai citées avant, ils n'avaient pas du tout le même profil, ce qui à la fois leur apportait des points forts et des points faibles, hein. Et sur un test d'effort, sur un test VMA, bah effectivement, hein, les valeurs de VMA et de PMA, elles n'étaient pas fondamentalement différentes. Enfin, les valeurs de fin de test, pardon, parce qu'il y en a un qui était très fort sur le lactique. Mais du coup, sur le pourcentage de VMA ou de PMA, donc de FC, donc de VO2, par rapport à leur valeur maximale, de l'un ou de l'autre, c'était pas du tout les mêmes. Donc, on avait par exemple un profil qui était très aérobie. Donc, un profil très aérobie, c'est quelqu'un pour qui les seuils vont arriver très tard dans le test, mais qui souvent, une fois VMA, PMA arrivé, aura plus beaucoup de marge. Donc, si on devait reprendre l'exemple de tout à l'heure, ce sera souvent quelqu'un qui est quand même relativement endurant sur la filière aérobie, relativement économique, et donc qui, sur des efforts relativement prolongés, aura de grandes qualités. L'autre athlète avait des premiers seuils qui arrivaient plus tôt. C'est pas non plus beaucoup plus tôt, hein, mais à l'échelle du haut niveau, c'est quand même une belle différence. Donc, qui devait s'impliquer beaucoup plus précocement dans le test en termes de ressenti. Puis, bah, forcément, parce que ça engage la filière anaérobie lactique,
Pour autant, c'est un athlète qui avait de très grandes, et qui en a encore, hein, de très grandes qualités musculaires et de tolérance aux IOH+, liées à la fois à son inné, à tout ce qu'il a fait quand il était jeune. Pour le coup, l'avantage de ces sports-là, c'est qu'on a souvent des preuves depuis qu'ils sont très jeunes, parce qu'ils sont suivis depuis très jeunes. On a à la fois les carnets d'entraînement, à la fois on les a en test très tôt, à la fois on les a en stage très tôt, et donc on a une très grande base de données. Et cet athlète, tu vois, bah, typiquement, ça a parlé, hein, je pense, et je vais le vulgariser pour ceux qui connaissent pas. Il est plus ou moins connu comme le meilleur athlète sur le relais olympique. Mhm. Donc le relais olympique, c'est une distance qui est beaucoup plus courte, qui est aérobie parce qu'elle dure quand même un certain temps, hein, mais qui est beaucoup plus courte, avec des efforts beaucoup plus stochastiques, donc beaucoup plus, comment dire, avec variation d'intensité. Mhm. Et donc cet athlète, bah, une fois qu'il prenait VMA, PMA, il avait cette capacité à gratter du temps sur la fin du test. Mhm. Et tu vois, si on n'avait pas eu le matos scientifique, alors en l'occurrence un athlète exceptionnel, hein, Mhm. bah, peut-être qu'en fin de test, on se serait un petit peu trompé parce que bah, on se serait dit, putain, c'est bizarre, il continue le test, Oui, ça fait bien longtemps que les premiers seuils sont arrivés. oui. Enfin, les seuils sont arrivés. Pour autant, il y a de grandes chances, tu vois, si on doit prendre du recul, si tu prends du recul sur la FIA aérobie, de façon assez logique, je peux te dire que CFC Max plafonnait depuis relativement longtemps. Mhm. Et donc, si CFC Max plafonne, c'est que la filière aérobie est au taquet. Mhm. Et donc, s'il tient, c'est tout simplement que la filière aérobie est capable de donner un gros coup de main. Là, c'est marrant, ce sont des choses qu'on remarque aussi en force. En Ouais, force, on peut avoir deux athlètes qui ont la même RM, ouais. donc la même répétition maximale, qui arrivent à faire la même perf sur une répétition sur un mouvement donné, mais que ensuite, sur des charges moins importantes que la RM, par exemple à 85% de la RM, Mmh. normalement, si on fait le calcul, donc avec de la théorie, on doit faire à peu près 5 répétitions. Bah, il y a des athlètes qui, avec une même RM, quand on descend à 85%, il y en a qui peuvent faire 7, 8 répétitions, il y en a d'autres qui peuvent faire que 3. Et donc, on revient à peu près à ces mêmes profils. Donc, on peut avoir une même force max, mais par contre, tenir des intensités sous-maximales plus longtemps que d'autres, en fonction, nous, dans le jargon, on appelle ça des gens plus nerveux, tu vois, Mmh. quelqu'un qui peut tenir plus longtemps. Et ce que Et tu dis est super intéressant, c'est que, excuse-moi, je te coupe la parole, je te laisse finir, Alex. oui, non, mais c'est bon, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose dans les disciplines d'endurance. Et ça, je ne le Ouais, savais pas, tu vois, je suis en train de découvrir avec toi. ouais, bah parce que je pense que, et moi de la même façon, même si je progresse aussi sur tes disciplines qui m'intéressent beaucoup, souvent quand c'est une discipline sur laquelle on est moins sensible, tu sais déjà, on comprend moins bien la discipline, je pense, ne serait-ce qu'en la regardant. Et puis souvent, je pense, hein, on va se dire, tu vois, sportif d'endurance qui connaît rien en force, il va se dire, ouais, bah, faut juste pousser fort et s'engager à fond et c'est tout. Et puis, bah, à l'inverse, quelqu'un qui est que à la salle de sport pour faire de la force, j'imagine qu'il va se dire, bon, bah, c'est pas bien compliqué, il faut mettre un pied devant l'autre et tenir le plus longtemps possible, donc il faut juste faire des heures. Tu te doutes bien que c'est pas aussi simple que ça. Sinon, on serait tous entraîneurs de champions olympiques dans les sports d'endurance. Et tout le monde serait champion olympique dans les sports d'endurance aussi. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, de la même façon, c'est que quand on prend le temps un petit peu de s'arrêter sur la physiologie, la biomécanique, la psycho, voire la nutrition parfois, voire la récupération, enfin, en tout cas d'être curieux sur ces sujets-là, soit sur des aspects théoriques et ou pratiques, et puis d'essayer de mettre les deux en lien, bah, ce que je trouve moi hyper intéressant, c'est que quelles que soient les activités, c'est multifactoriel, quelles que soient les activités, on peut atteindre un très haut niveau en n'étant pas forcément le meilleur partout. Pour autant, certains points faibles peuvent être une limite, et essayer de comprendre comment développer les choses, comment les choses s'expliquent, comment les faire évoluer, bah, peut te permettre d'atteindre un certain niveau dans ton sport, euh, alors que finalement, de façon simpliste, on aurait pu prendre une planification lambda et se dire, bah, comme tu l'as dit, bah, pour développer telle filière dans les sports de force, si je me mets à 85%, que je fais tant de reps, tant de séries, tant de récupération, ça va marcher. Ça va marcher si t'es débutant. Oui, Par contre, bien je pense sûr. une fois atteint un certain niveau de pratique, Faut personnaliser beaucoup ça plus, marchera peut-être plus. En tout cas, bien pas sûr. suffisamment. Voilà. Est-ce Ok. qu'on avance sur notre test? Oui, donc du coup, on a vu le premier seuil.
Oh, ben, on fait des écarts, mais écoute, c'est comme ça. Quand on est C'est les passionné, passionnés. faut nous faire taire, en fait, parce que sinon, on continue et ça peut durer pendant des heures. C'est Mais dangereux de mettre des gens comme nous ensemble. c'est Est-ce que, dangereux, ouais. alors, je propose deux choses. Est-ce qu'on finit notre test ou est-ce qu'on s'arrête 2 secondes sur ce qu'apporte l'entraînement de basse intensité? Ouais, on va peut-être finir sur l'entraînement de basse Allez, intensité au premier seuil, et ensuite on ok, continuera le test et on passera au deuxième seuil. ok, allez. Alors, je vais peut-être dire des choses que beaucoup savent déjà, hein, mais c'est important pour moi de les rappeler, quel que soit ton public. Euh, Nous, on s'est beaucoup intéressé à l'entraînement de basse intensité parce que bah, dans nos sports, justement, hein, ce que tu viens de dire est assez juste, hein, c'est que si tu prends l'historique de nos sports, bah, au début de l'olympisme, on s'entraîne peu, donc on fait que du spécifique. Les gens deviennent de plus en plus professionnels pour différentes raisons, donc on fait toujours plus de spécifique, puis à un moment donné, ça pète de partout, on ne progresse plus, donc on essaye de faire autrement. Et puis, il y a quelques dizaines d'années, on s'est rendu compte que beaucoup de grands champions dans les sports à dominante aérobie, hein, donc si on reprend mon exemple de tout à l'heure, c'est pas que les marathoniens, les Ironman et les trailers, hein, on peut presque se dire que c'est du 800 mètres en athlée, du 200 mètres en natation, enfin tu vois, des disciplines qui vont quand même assez vite, Ouais. mais qui sont à dominante aérobie, jusqu'aux disciplines de plusieurs heures évidemment. On s'est rendu compte que ces sportifs, de façon empirique avec leurs entraîneurs, sont arrivés à des volumes d'entraînement assez conséquents, avec une dominante de basse intensité. Ok. Ce qui est assez évidemment ambivalent et dur à comprendre quand on n'est pas de la discipline, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, un coureur du 800 mètres, il faut qu'il fasse du SP 800. Ouais, mais s'il fait du SP 800 déjà plus de deux fois semaine, je suis pas sûr qu'il passe la semaine. Donc il va devoir faire d'autres choses. Hmm. Si on va sur des disciplines plus lentes, moins intenses, bah, de la même façon, à un moment donné, si tu fais que du seuil, tu vas vite être limité dans ta marge de progression et donc bah, tu vas chercher d'autres secteurs. Faire de la basse intensité va permettre pas mal de choses. Et comme je te disais tout à l'heure, le premier avantage, c'est qu'évidemment, le risque de se blesser, il est assez mineur. La charge d'entraînement, elle est très faible parce qu'on se rend compte que deux choses, c'est que la première, qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que alors, pour faire simple, tu dois savoir que notre système, enfin notre corps humain, il est drivé par notre système nerveux autonome. Bien sûr. Avec d'un côté la pédale d'accélérateur, le système sympathique, et de l'autre côté le frein à main, le parasympathique. Si on prend notre test d'effort, bah, plus on avance dans le test, plus on appuie sur la pédale d'accélérateur, plus on desserre le frein à main. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Ce qui nous permet d'encaisser la charge, ce sera majoritairement notre système nerveux parasympathique, donc le frein à main, notamment qui est beaucoup drivé par ce qu'on appelle le nerf vague. Et plus ce nerf vague sera robuste, sera puissant, plus on pourra faire différentes choses. D'une part, on pourra encaisser une charge importante, quelle que soit la charge, et ça c'est important de le dire, parce que comme tu l'as dit, peu de gens qui t'écoutent sont des sportifs de haut niveau. Donc, ils font d'autres choses dans leur vie, hein. Ils peuvent être étudiants, ils peuvent être parents, ils peuvent avoir un travail, etc. Ou tout ça en même temps. Tout ça en même Euh, temps, c'est sûr. et malgré tout, ils ont envie de s'impliquer dans leur sport. Donc, ils ont des journées qui sont stressantes, qui sont fatigantes, qui demandent une charge mentale, cognitive, physique, qui sera importante. Et ben, le nerf vague, plus il est puissant, plus il te permet d'encaisser la charge, quelle que soit la charge. Donc, du coup, plus tu vas passer du temps à basse intensité, plus ton nerf vague, tu vas le renforcer, et donc plus tu encaisseras la charge. Et donc, moi, je le vois de deux façons. Un amateur, il pourrait se dire, bah, si j'encaisse mieux ma charge du quotidien, je pourrais mieux m'entraîner. Et il peut le prendre dans l'autre sens. Si j'arrive mieux à m'entraîner grâce à ça, et ben, je pourrais plus progresser. Et puis, ben, un sportif de haut niveau, parce que c'est de là que ça part, et ben, il s'est rendu compte, le sportif de haut niveau, que notamment quand il augmentait sa base aérobie, son entraînement à basse intensité, eh ben, il pouvait avoir moins souvent besoin de récupérer. Donc finalement, les blocs d'entraînement pouvaient être plus longs, les récupérations entre les blocs d'entraînement plus courts, ou il pouvait additionner, par exemple, à l'échelle d'une semaine, plus de séances de haute intensité, ou des séances de haute intensité plus intenses, ou des séances de haute intensité avec moins de récupération. Donc finalement, beaucoup de vecteurs, on peut se dire, bah, on augmente le stress d'entraînement, donc potentiellement, on va progresser. Et donc, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que tu augmentes ton entraînement facile, mais à terme, ça va te permettre d'augmenter ton entraînement difficile. Ça tombe bien parce qu'évidemment, l'entraînement difficile aura souvent beaucoup plus d'intérêt dans l'adaptation de l'entraînement et donc dans la progression à long terme.
Et du coup, si on retourne sur des disciplines éloignées de l'endurance, on pourrait prendre le problème dans l'autre sens. Tu vois, je prenais Usain Bolt tout à l'heure. Et ben, un sprinter, si quand il fait une séance de très haute intensité, il met une semaine à s'en remettre, je pense pas trop me Tout à tromper en fait, disant qu'il va avoir du mal à atteindre le très haut niveau. tout à fait. Donc, le but du jeu, c'est pas qu'Usain Bolt devienne un marathonien, parce que sinon, il va plus trop avancer sur le 100 mètres. Par contre, à certains moments de la saison, de mettre un petit peu plus d'aérobie et puis d'essayer de l'entretenir, mais il y a de grandes chances que quand il va devoir faire beaucoup de spécifiques, bah, il pourra en mettre plus, en récupérer plus vite, moins se blesser, moins tomber malade, etc. Bien sûr. C'est un Donc peu ça, ce c'est qu'on un point appelle, qui... Ouais, vas-y, vas-y. excuse-moi, c'est un peu ce qu'on appelle en préparation physique générale au début de saison le travail de fond. Et on le retrouve Ouais. aussi en musculation. Si on veut maintenir une capacité d'entraînement élevée, surtout quand on fait des cycles d'entraînement en hypertrophie, où on a beaucoup de répétitions, un volume d'entraînement élevé, beaucoup de séries, beaucoup Mhm. d'exercices, on ne peut pas encaisser une charge d'entraînement élevée si on n'a pas un- une bonne capacité aérobie. Et ça revient tout à fait à ce que tu disais, c'est-à-dire que si je stimule mon système sympathique avec des séances intenses, mon but, c'est de récupérer de ces séances parce que c'est la récupération de la séance qui va déclencher des adaptations qui Complètement. vont faire que je vais progresser. Donc, si j'arrive pas à récupérer ou si je mets plus de temps à récupérer parce que mon système parasympathique n'arrive pas en fait à prendre le dessus, à calmer le système sympathique, ben, automatiquement, je vais pouvoir faire moins de séances pendant la semaine parce que j'ai pas bien récupéré et du coup, mon volume d'entraînement va baisser et du coup, ma progression sera plus lente et du coup, ben, automatiquement, j'aurai moins de pertes sur le long terme. Alors, je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que ce travail de fond, on peut le voir de deux façons. On peut le voir dans le volume de travail musculaire, par exemple, qui a un intérêt également, hein, notamment dans tes sports à toi où prendre de la masse peut aussi avoir un intérêt pour prendre de la force par la suite. Tu me dis si je me trompe, mais je pense que je me trompe pas trop. Non, non, c'est exactement ça, oui. Mais on peut aussi le voir via le travail aérobie, hein, qui apporte d'autres choses. Tout à fait. Mais avoir en tête que, comment dire? Alors, en l'occurrence, dans les deux cas, ce que je veux dire est relativement semblable. Ce que je voulais dire, c'est que euh, cette base aérobie, ce travail sur le système parasympathique dont on parle, et après on parlera d'évolution du système cardiovasculaire via la basse intensité, on parle d'adaptations qui sont centrales. À partir du moment où les adaptations sont centrales, elles ont à la fois des points forts et des points faibles. Le point fort, c'est que, comment dire, quand on crée d'adaptations centrales, ça dure sur le temps. Quand ton cœur, par exemple, si ton, je vais prendre un exemple qui est facile à comprendre, si tu as musclé ton cœur, je pense que même quelqu'un qui n'y connaît rien en physiologie comprendra que pour muscler ton cœur, ça va prendre. Alors, j'aurais dû le prendre dans l'autre sens. Pour créer des adaptations centrales, il faut du temps. Muscler son cœur, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est pas pour rien que dans les sports d'endurance, il faut souvent de nombreuses années de pratique pour atteindre le très haut niveau parce que, bah, encore une fois, tu vas pas muscler ton cœur en 2 minutes, tu vas pas augmenter ton réseau capillaire en 2 minutes. Et c'est des sports qui sont du coup, je sais pas comment dire ça, mais c'est des sports de besogneux, quoi. Oui, Tu il faut peux de la progresser vite hein, quand persévérance. tu débutes, Oui, c'est pas la question. Par contre, si à un moment donné tu veux vraiment atteindre le très haut niveau, c'est pas pour rien que tu sais qu'on parle tout le temps de ce côté, il faut 10 ans de pratique intense, etc. Bah, c'est ce qu'on se rend compte que bah, des gens qui atteignent le très haut niveau, ils n'ont pas commencé la veille. Et même s'ils se sont mis sur le tard sur un sport, ils faisaient pas rien avant la plupart du temps. Euh, mais elles sont installées dans le temps à partir du moment où tu les crées. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour autant, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est emmerdant quand même avec le travail aérobie, c'est que ça prend du temps. exactement. Donc, tu vois, si je devais partir dans des sports, alors encore une fois, je veux pas critiquer les gens qui sont dans ces sports-là parce qu'ils ont ça en plus de connaissances que moi, mais si je devais reprendre l'exemple de la préparation de début de saison dont tu parlais, par exemple, si je prends un sport co, où on sait maintenant que quand on a atteint un certain niveau et qu'on est chez des gens qui courent vite, qui sautent haut, qui sont bons techniquement, etc., ce qui pourra faire la différence sur une saison ou sur un match, c'est leur capacité à répéter les efforts et en récupérer. Si tu dois jouer tous les 3 jours ou tous les 2 jours, même dans certains sports, et répéter les exercices de haute intensité, c'est bien d'avoir la caisse. Pour autant, si tu le fais juste pendant les 2, 3 semaines de l'été, tu vas progresser, hein, tu es en reprise, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis pas certain que ça va tenir toute la saison et toute une carrière. C'est Donc, vrai. je sais que c'est pas simple parce qu'encore une fois, je voudrais pas qu'on me dise que je n'y connais rien. Évidemment, quand on joue tous les 2 jours, c'est compliqué. Quand il y a des enjeux importants, c'est compliqué.
Pour autant, bien avoir conscience, tu me posais la question par rapport à mon expertise, entre guillemets, dans les sports d'endurance. Si vous y passez que 2, 3 semaines l'été, je vais pas vous mentir, ça va pas tenir la saison. Ouais, Donc, et sans chercher à devenir des marathoniens, essayez autant que possible de mettre des piqûres de rappel quand c'est possible dans vos planifications. Aussi, vous avez la chance d'être dans des sports où on n'a pas besoin justement d'être un champion de l'aérobie. tout à fait. Mais la laisser de côté pendant 10 mois de l'année, ce serait de mon point de vue une très grande erreur Bien sûr, parce que vous en avez besoin aussi dans vos disciplines. tout à fait. Donc là, on était plus sur le côté charge d'entraînement. Et puis, bah, du coup, tu as commencé à parler de récup. Hein. C'est qu'on se rend compte que, bah, par exemple, si on regarde, on prend nos amateurs, ils vont souvent avoir tendance à s'entraîner plutôt en soirée parce qu'ils sont pris la journée. S'ils commencent à mettre des séances de haute intensité le soir, bah, il va falloir essayer de récupérer, mais c'est compliqué de récupérer vite, de revenir rapidement à un état basal. Et on sait maintenant que plus ton nerf vague est costaud, plus tu vas redescendre vite, plus tu vas pouvoir récupérer vite et donc t'endormir facilement, mieux récupérer. Et comme tu le sais, hein, la récup, c'est avant tout le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Et le souci souvent de s'entraîner en soirée avec de l'intensité, c'est que tu vas mettre beaucoup de temps à t'endormir, tout simplement parce que tu es perché hein, sur ton système nerveux. Le problème, c'est que c'est pendant les premiers cycles de sommeil que l'on s'adapte le plus à l'entraînement hein, pour plein de différentes raisons, et notamment parce qu'on c'est là où on sécrète de l'hormone de croissance, pour prendre un seul exemple. Donc, il y a un réel intérêt à passer du temps à ces allures-là, à ces intensités-là, même si on fait un sport qui n'est pas d'endurance, parce qu'on en récupérera mieux, plus rapidement, et on pourra faire de plus belles séances derrière. Tac, tac, tac. Et donc, forcément, si on encaisse mieux les choses, tout à l'heure, je te parlais d'immunité. Alors, pareil, hein, on peut trouver des contre-exemples où faut t'as pas de chance, il y a un virus qui est passé, il fait froid, c'est l'hiver, etc. Mais malgré tout, évidemment, hein, mieux on encaisse la charge, plus nos défenses immunitaires sont costaudes. Et donc, plus on limitera notre risque de tomber malade, même s'il y a plein d'autres facteurs qui feront qu'on pourra ne pas tomber malade. Mais en tout cas, la basse intensité peut y aider. D'autant que du coup, bah, à l'inverse, quand on s'entraîne à haute intensité, bah, là, on vient stresser le système immunitaire. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'il soit moins stressé ou moins souvent, enfin, comment dire, moins longtemps. Et donc, bah, évidemment, à l'échelle d'un sportif, moins tu tombes malade, c'est comme les blessures, hein, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Bien Et sûr. pour moi, il était important de te dire ça parce que je retombe sur mon no pain no gain du début. Bah, on va souvent se dire, plus je m'entraîne dur, mieux c'est. Bah, moi, mon expérience du haut niveau avec des gens qui ont atteint le très haut niveau, et je pense que ce sera la même chose pour des amateurs, on pense souvent en court terme. La séance qui va me faire passer un cap, le bloc qui va me faire passer un cap. Mais je pense que c'est pareil dans les sports de force pour toi. La récurrence et le temps fonctionneront toujours mieux que le court terme. Et peut-être que tu seras moins fort tout de suite, mais si tu peux mieux t'entraîner plus efficacement sur du long terme, bah, il y a de grandes chances que dans quelques mois, dans quelques années, tu passes devant ton copain qui se met tout le temps dépeigné à l'entraînement, mais qui derrière doit récupérer plusieurs semaines. Tout à fait. C'est exactement ça. En Euh, force, on a on se dit à chaque fois quand on finit une séance, il y a euh, un dicton, enfin, ou comment on dit ça, une façon de, je sais pas, une citation, bref, on dit que, un mantra. un mantra, tout à fait, on dit qu'il faut toujours laisser, en anglais, leave a rep in the tank, c'est-à-dire que on va jamais à l'échec, on va jamais pousser à l'échec, on va toujours garder une ou deux répétitions en réserve et on va très très peu à l'échec uniquement en fin de cycle. Parce que sinon, comme tu l'as dit, ben, on se crame. On ne peut pas tenir. Quand on fait une séance, le but n'est pas de progresser pendant la séance. On fait une séance pour bâtir des blocs les uns au-dessus des autres et c'est la performance, on la veut sur le long terme. Mhm. Donc, Et ce que tu dis est très juste. Et pour le coup, dans les sports d'endurance, bah, évidemment, vu que c'est la récurrence qui fait que tu installes des adaptations centrales, si tu n'as pas ce recul, à un moment donné, ça va péter. Que ce soit le physique ou la tête ou l'immunité, ou les trois en même temps, ou le sommeil ou ce que tu veux. Et tu vois, j'ai une bonne anecdote par rapport à ça. Bah, je pense que ça parlera à certains de tes auditeurs, hein, Vincent Luis, qui est le plus grand triathlète de l'histoire en France, qui est double champion du monde. Il m'en voudra pas que je dise ça, hein, parce qu'il le dit de façon publique maintenant. Mais par le passé, il avait toujours cette tendance à vouloir prouver à l'entraînement qu'il était toujours meilleur que ses copains. Il voulait tout le temps gagner la séance. Et c'est quelqu'un qui adore la confrontation. Et qui, pour le coup, en compétition, une de ses plus grandes forces,
c'est sa capacité à rentrer dans la tête de ses adversaires, à sentir la tactique, etc. C'est bien en course, mais 3 fois par jour à l'entraînement, parce qu'on est dans des sports, on s'entraîne souvent 3 fois par jour. Bah, à un moment donné, ça va coincer. Et en fait, quand ça doit être 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2018, il a changé de groupe d'entraînement. Il est parti dans un groupe d'entraînement international, enfin étranger, où il y a enfin il y a toute nationalité. Et à l'époque, quand il y allait, il y avait les 3 premiers mondiaux chez les hommes, les 3 premières mondiales chez les femmes, Aïe, et les meilleurs dans chaque discipline. aïe. Et en fait, il s'est vite rendu compte qu'à chaque fois qu'il voudrait passer l'épaule en course à pied ou la main en natation, il y en aurait toujours un pour le faire aussi. Et du coup, c'est pas du tout la philosophie de son entraîneur, qui est toujours son entraîneur, qui est plutôt, comme tu l'as dit, hein, mettre des briques, mettre des pièces du puzzle. Ça n'empêche pas, hein, sur certaines séances très ciblées, tu vois, quand on parlait de séances lactiques tout à l'heure, ben, à un moment donné, si tu veux faire de la capacité lactique, tu es obligé d'aller plus ou moins à l'échec, parce que le but, c'est de coincer, c'est de coincer. Mais des séances comme ça, tu vas en faire 2, 3, 4 dans la saison. Et elles sont ciblées, et tu les as anticipées, et tu sais ce que tu vas faire avant et après. Mais si tu commences à le faire aussi sur les footings, et pour le coup, ce que je te dis est vrai, hein, c'est que dans les sports d'endurance, tu trouveras plus souvent, et je suis désolé de dire ça, hein, mais je pense beaucoup se reconnaîtront là-dedans, de gens qui aiment se faire mal. Et même sur un footing, putain, c'est chiant. Je vais faire un footing progressif et puis je vais essayer de faire mal à mes copains ou à mes copines. Et le but du jeu du footing aujourd'hui, c'était de faire de l'aéro tranquille. La séance dure, elle sera demain, Mm, serein. mm. Et bref, et Vincent, tout ça pour te dire que donc il a eu ses titres de champion du monde à partir de ce moment-là. Et ce qui est très clair, hein, c'est qu'il s'est beaucoup moins blessé, qu'il a beaucoup, comment dire, qu'il a réancré certaines choses dans son physique, qu'il est moins souvent tombé malade et que surtout il arrive en forme au moment où il fallait qu'il soit en forme. Ce qui est quand même un petit peu intéressant quand tu fais de la compète. Donc voilà. Et puis bah, pour finir, sur purement de la physiologie, euh, alors on pourra le faire aussi sur des hautes intensités, mais c'est là où on zoomera le plus. On sait que notre réseau capillaire dont tu parlais tout à l'heure, donc le nombre de vaisseaux sanguins, hein, donc évidemment dans un sport aérobie, plus on a de vaisseaux sanguins, plus c'est intéressant. On pourrait aussi le penser dans les sports de force pour récupérer nos stocks de phosphocréatine, par exemple. Eh ben, on augmente notre réseau capillaire principalement à basse intensité. Donc c'est cool parce que tu t'entraînes facile, tu augmentes ton réseau capillaire. De la même façon, on parlait de technique tout à l'heure. Ta technique, là où tu la développes le plus, c'est dans 3 secteurs. C'est évidemment quand tu fais de la technique, hein, par exemple des travails de gamme, des choses comme ça. C'est quand tu fais de la haute intensité parce que tu dois t'organiser pour être efficace dans des intensités qui sont très difficiles. Mais c'est également dans la répétition du geste à très basse intensité. Et ça, c'est difficilement palpable parce que tu es en train de faire un footing facile, tu as l'impression que tu peux tenir des heures. Mais si tu commences à les multiplier, Mm, en fait, ta mécanique va s'organiser pour que, au fil des séances, tu deviennes plus économique. mm, Pourquoi? mm. Bah justement, pour que tu puisses rouler sur une route sans fin et décaler tes seuils et tenir beaucoup plus longtemps. À Ok. basse intensité, c'est aussi là où tu vas, comme tu le sais, majoritairement oxyder des lipides. Et ça tombe bien parce que dans nos sports à nous, plus tu oxyderas des lipides, plus tu seras capable de le faire, surtout parce que l'être humain occidental, il ne sait pas trop le faire, plus tu seras en capacité d'épargner des glucides. Et c'est ces glucides qui vont te servir sur les actions de haute intensité qui feront la décision en compétition. Donc c'est hyper intéressant sur les sports aérobies. Alors, du coup, pour récapituler, le premier seuil, donc l'endurance fondamentale à basse allure, on a vu qu'il y avait plusieurs intérêts, plusieurs avantages de ce type d'entraînement à basse allure. Premièrement, c'est que le risque de blessure est minime, puisque les Hum, intensités sont basses. Deuxièmement, on a vu que ce sont quand même c'est des niveaux d'intensité qui nous permettent le développement du cœur, donc du muscle cardiaque, qui permettent le développement des capillarités, donc du réseau artériel et veineux. Ça nous permet de travailler la technique quand on fait hum, de la course à pied, donc de se concentrer sur sa foulée, sur l'efficacité de la foulée. Pour les gens qui font des sports autres que les sports d'endurance, travailler l'endurance fondamentale, travailler le cardio, ça leur permet d'augmenter leur capacité de travail dans leur sport spécifique, hum. donc et d'avoir des volumes d'entraînement plus élevés, plus importants, et donc de progresser plus vite. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre comme avantage? Alors j'ai parlé du réseau capillaire, j'ai parlé de la charge d'entraînement, de la tolérance à la charge. Tolérance à la charge, réseau capillaire, tolérance à la charge, Ouais, meilleure récupération. Meilleure ouais. récupération, vu que ce sont des intensités très basses, ça va nous permettre aussi de mieux récupérer et d'entraîner ce fameux
système nerveux parasympathique Hmm. qui lui va aider le système nerveux sympathique il va le freiner. Et donc, du coup, automatiquement derrière, c'est une meilleure récupération, meilleur sommeil, comme on l'a vu ensemble. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'avantages de Ouais, l'entraînement. et j'en ai encore oublié deux, trois, mais alors, deux, trois choses rapides. Tu parlais d'autres sports que les miens où on va être beaucoup plus sur du spécifique. Et en tête que si vous êtes dans des sports où le but du jeu, c'est pas d'être endurant comme dans les miens, d'être spécifique dans l'activité, d'être bon sur la technique, tu en parlais. Si le but c'est juste de créer des adaptations centrales, bah rien vous interdit d'aller sur d'autres disciplines, je sais pas, du rameur, de l'elliptique, du vélo, de la natation, de la course à pied, suivant vos sports. Voilà, je sais pas si tu prends un footballeur qui est sorti de son match musculairement, il est cuit, pas besoin de courir. On peut travailler son endurance fondamentale le lendemain, le surlendemain, sur des activités portées sans souci. Et il va améliorer tout ce que peut permettre la basse intensité. Tu parlais du cœur, je crois que j'en ai pas parlé, hein, mais à basse intensité, ce qui est assez marrant, c'est que ton ventricule gauche, donc l'endroit où est expulsé le sang, plus tu vas passer du temps à basse intensité, plus il va devenir ce qu'on appelle charnu, mais en gros, il a une meilleure capacité contractile. Du coup, ce qui est assez marrant, c'est que c'est cool qu'à basse intensité ait une meilleure capacité contractile, mais on va plutôt le voir sur les intensités qui suivent, et notamment sur la haute intensité, où plus ton ventricule gauche est, on va dire, musclé, plus ce sera intéressant à haute intensité parce qu'il pourra éjecter plus de sang de façon plus intense et ce sera moins fatigant pour lui. Et donc, tu vois, sur des sports plus intenses, on pourrait se dire, ah ben, en fait, c'est hyper intéressant parce que je suis sur un entraînement qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup moins impactant, mais il va aussi m'apporter sur mon spécifique. Euh, Tout à l'heure, on parlait de la myoglobine, des mitochondries, donc l'intracellulaire, ce qui se passe dans le muscle. Donc finalement, vraiment la capacité à produire de l'énergie en fonction de ce qui est demandé. Donc le transporteur et l'usine. Ce qui est assez rigolo, hein, c'est qu'on voit que les deux vont progresser à basse et à haute intensité, même si finalement on a plutôt besoin à haute intensité. Mais quand tu fais de la basse intensité, tu vas notamment beaucoup plus permettre à ce que ton nombre de mitochondries augmente, donc tes petites usines à oxygène, et ton nombre de transporteurs. Et c'est encore plus maximisé. C'est pour ça que nous, on va en altitude, notamment quand on s'entraîne en altitude. Mais ça, c'est un sujet qui n'est pas très important pour aujourd'hui, je pense. Mais du coup, sur des activités plus intenses ou éloignées des miennes, bah, ça a de l'intérêt aussi parce que si on prend un sport de force comme le tien, comme les tiens, bah, ça tombe bien parce que les stocks de phosphocréatine, hein, donc ta source d'énergie principale, enfin l'une des sources d'énergie principales, parce qu'il y a peut-être aussi la filière lactique parfois, bah, on se rend compte que sa récup, elle se fait dans la mitochondrie. Donc, si tu peux récupérer plus vite, c'est tout bénef. Et puis, bah, pour les myoglobines, même chose. Alors que sa capacité à usiner rapidement et à transporter rapidement, ce sera beaucoup plus à haute intensité. Donc, tu vois, c'est ce qui est rigolo, c'est que ce puzzle, toutes les pièces vont un peu ensemble, hein, mais tu peux difficilement te passer d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Donc, le travail en endurance fondamentale à basse allure, et j'ai envie de dire, il est quand même indispensable, hein, quel que soit votre sport, hein. Même pour nous, les pratiquants de sport de force, fans de la salle de muscu et on n'aime pas en général faire du cardio. En tout cas, personnellement, je n'aime pas ça. J'en fais parce qu'il faut en faire, et j'essaie d'en faire souvent. Mais effectivement, ce n'est pas la forme d'entraînement qui me plaît le plus. Mais comme on vient de voir avec Anaël, c'est nécessaire pour pouvoir progresser en force parce que ça va nous permettre d'encaisser plus de volume, ça va nous permettre de Mhm. mieux récupérer. Et donc tout ça, bien sûr, ça s'additionne. Et au final, on aura quand même de la progression notable grâce à notre entraînement en aérobie. Ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on est ensemble, Anaël. J'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. On voit bien que tu es passionné. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que tu veux qu'on continue en sachant que moi, il me reste encore une demi-heure et après, je dois prendre un client. Donc, je pense que ça va être un peu bâclé. Ou alors, si tu as le temps, on peut prendre un rendez-vous et faire un deuxième podcast pour approfondir un peu plus la suite de notre test VMA et approfondir aussi le deuxième seuil.
Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, écoute, et comment dire, ce que j'allais dire, c'est dans une demi-heure, si on continue une demi-heure, toi, ça te met dedans ou pas? Non, si on continue une demi-heure, moi je suis bien, mais pas Eh ben, plus. ce que je te propose, c'est on fait une demi-heure, Oui, et puis on se reprend un petit rendez-vous derrière, comme ça, on fait le max aujourd'hui, ok. et puis on se reprendra un autre petit rendez-vous. Donc Allez. du coup, on continue le test VMA, on a passé notre premier seuil, ça fait 1 heure et demie Ouais, qu'on est dessus. ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe après, Anel? Dis-nous. Non, bah écoute, on va accélérer, parce que de toute façon, quand tu fais ce test, ce qu'il y a de bien, c'est que tu sens que ça s'accélère clairement. Je sais pas si tu en as déjà fait, hein, mais quand on arrive au second seuil, que tu sois spécialiste ou pas, tu sais que ça sent la fin. Et tu sais qu'il va pas rester beaucoup de paliers, tout simplement parce que bah, à partir du second seuil, la filière lactique qui continue à donner un coup de main, là, elle donne un vrai gros coup de main. On n'arrive pas à évacuer autant d'ion H+ qu'on en produit. Et donc, c'est un peu cette idée de, tu vois, on peut donner deux exemples. Ça peut être, il y a un incendie qui s'allume, on est dans une salle de spectacle, il y a juste la petite porte de sortie de secours, bon, bah forcément, ça bouche à la porte. On arrive à sortir, mais tout le monde ne sort pas instantanément. Moi, des fois, tu vois, quand je suis en cours, j'ai une bouteille et puis bah, je vais leur dire jusqu'au premier seuil, l'entrée et la sortie, c'est les mêmes. Dans ma bouteille, le bouchon, c'est le même et que la bouteille que j'ai sciée à la base. Et puis, bah, arrivé au second seuil, en fait, j'ai toujours ma base qui est sciée, mais le bouchon, c'est un bouchon lambda. Hmm. Et donc, forcément, l'eau qui rentre est plus importante que l'eau qui sort. Donc, ce qui fait qu'on a un deuxième point d'inflexion sur la ventilation. Cette fois-ci, c'est la ventilation sur le volume de CO2. Donc, c'est ce qu'on mesure dans les échanges gazeux respiratoires. Et donc, cette fois-ci, ce côté déchet très vulgaire dont on parlait tout à l'heure, bah là, on voit très clairement qui prend le dessus, tout simplement parce qu'encore une fois, on commence à produire un nombre relativement important d'ions H+, enfin, en tout cas comment dire, j'allais dire stocker, c'est pas stocker le bon, mais en tout cas à en avoir au niveau musculaire. Non, on produit au niveau de la En contraction. produire, merci. Je veux dire en produire plus qu'à en évacuer, c'est ça que je voulais dire. Ou en tamponner, hein, parce que les deux sont possibles. En tout cas, on n'arrive pas à la fois ce que ce soit, enfin, ça reste positif sur le lactate qui nous apporte de l'énergie. Mais si on continue à augmenter l'intensité, bah forcément, on va toujours avoir plus d'ion H+, on n'arrive pas à en extraire plus ou à en tamponner plus. Et donc, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Euh, Logiquement, sur ce type de protocole dont on a parlé, chez des gens entraînés, ça t'empêchera pas d'atteindre VMA, donc le maximum de ta filière aérobie. Ce second seuil, chez quelqu'un qui est entraîné, on peut le tenir quand même plus ou moins une demi-heure, Alex, hein, donc c'est pas rien, tu vois. Alors que c'est quand même une allure où tu sens que tu commences à t'impliquer. Donc à haut niveau, c'est aller plus ou moins à 10 km, on va le schématiser comme ça. Encore une fois, suivant le profil, suivant l'âge, suivant le sexe, suivant le niveau d'endurance, d'efficience, pour reprendre mes termes de tout à l'heure, ce sera plus ou moins cette vitesse. Mais bon, on peut se dire que c'est plus ou moins une demi-heure, comme ça les gens le situent. Pour des gens qui font des sports endurance, c'est un peu ce qu'on appelle, tu vois, l'allure tempo, l'allure train, où tu vas faire du fractionné long plus que du fractionné court, et où tu es capable de tenir relativement longtemps. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que, tu vois, si on prend mon allure d'e-borne, mine de rien, tu n'arrives pas à les évacuer aussi vite que tu voudrais, mais bon, si t'es pile à l'allure du second seuil, tu peux tenir quand même un sacré bout de temps. C'est des allures vraiment bâtardes, excuse-moi pour le terme, parce que tu sens dès le départ que ça va pas être rigolo aujourd'hui, mais mentalement, il va falloir que tu tiennes une demi-heure. Hmm, hmm, Et puis, bah, le but du jeu, c'est que tu serres le moteur derrière la ligne d'arrivée, évidemment. hmm. Et là, ça Euh, ventile. Là, ça ventile fort. Ça ventile plus fort. Tu le sens clairement qu'il y a une vraie différence. Là, on est sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure où tu es capable de me répondre, mais c'est oui, non, Ouais, ça va pas. ouais. Je sais pas si quelqu'un qui a plus d'expérience, il va te dire, je sais pas, je suis en 3,45 au kilo, parce qu'il a regardé sa montre, mais il va pas te dire, je suis en 3,45 au kilo. D'ailleurs, ce matin, j'ai mangé une pomme, et puis ce soir, je pense manger des pâtes. Non, il va pas te dire tout ça. Il est concentré sur son effort. D'un point de vue mécanique, tu sens réellement, quand tu as de l'expérience, qu'il y a un réel engagement, tu sens qu'il y a une réelle implication. T'es pas encore en principe à changer relativement ton schéma moteur. Tu es encore dans une certaine, tu n'es plus dans de l'aisance, mais tu es quand même dans une gestion de ton allure. Mhm. Alors qu'évidemment, à partir du moment où tu t'approches de VMA, voire tu passes au-dessus de VMA, bah là, pour en avoir fait des centaines de tests comme ça quand j'étais à l'INSEP, bah, tu regardes le coureur courir et tu fais, ah, bah, j'ai pas besoin d'avoir les infos de la VO2 pour l'instant, je sais qu'on y est. Mhm. Parce qu'on commence à tirer sur les bras, Mhm. à essayer de pousser plus fort ou à avoir une plus grande amplitude, une plus grande fréquence de pas suivant notre profil. Donc finalement, on change notre schéma moteur, ce qui n'est pas toujours la bonne solution.
faut avoir une certaine expérience pour pas se tromper. En tout cas, on tire sur tout ce qu'on peut parce qu'on sent qu'au niveau énergétique, ça va bloquer. Mhm. Donc forcément, ça te demande encore plus d'énergie si tu cours encore plus mal, ou tu nages encore plus mal, ou tu pèses encore plus mal, ou ce que tu veux. Tout à fait. Et donc forcément, la fin de test s'annonce. Et tout à l'heure, tu parlais de VMA, de VO2 max. Bah, la VMA, la PMA, donc la puissance maximale aérobie ou la vitesse maximale aérobie, c'est l'intensité qui est associée au maximum de ta VO2, donc au maximum de ton moteur aérobie. D'accord. Donc finalement, pour être fin, sans être en labo, c'est compliqué, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce qu'en gros, c'est tu as ta courbe de VO2, hein, comme les FC qui montent de façon plus ou moins oblique. On commence à avoir un plateau, elle se Mhm. stabilise. Bon, bah, c'est la VO2 max, tu vois qu'elle ne Mhm. monte plus du tout. Mhm. Tu traces une droite verticale, tu as ta vitesse ou ta puissance maximale aérobie. Mhm. Sans matériel, pour reprendre les exemples qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément un souci parce que pour moi, si tu fais des paliers qui sont suffisamment longs, il y a peu de chances que tu valides un palier derrière. Chez des sportifs d'endurance, on fait des paliers souvent un peu plus longs, des paliers de Mhm. 3 minutes parce que justement, ils sont plus efficients. Chez les sportifs de haut niveau, je sais plus que je crois que j'ai dit d'endurance, mais chez les sportifs de haut niveau. Et comme ça, on est vraiment sûr que là, pour relancer un palier de 3 minutes, faut vraiment être solide, quoi. Voilà, chez des gens uniquement bien entraînés, je pense que, voilà, encore une fois, le dernier palier validé, on y est. À l'entraînement, tu vas vite voir. En fait, à l'entraînement, ce que tu vas surtout faire, de mon point de vue, c'est ajuster, si nécessaire, à un demi, à un tiers de kilomètre heure. Parce qu'évidemment, sans matériel scientifique, tu vas être plutôt sur un 18,0, un Ouais. 17,0. Ouais. Alors que ce soit les seuils ou la VMA, PMA, bah, tu ne seras pas forcément sur virgule zéro. Et sur certains niveaux d'implication, ça peut être important de le savoir parce que, bah, je sais pas si je te prends l'exemple d'un marathonien, Mhm. il fait son marathon à 12,4, bah, s'il fait à 12,8 pendant X heures, tu te doutes bien qu'il risque d'exploser avant la fin. Mhm. Et s'il fait à 12,0, il va pas aller au maximum de ses capacités. Donc, voilà, il peut y avoir un petit intérêt à affiner la chose. Mais encore une fois, avec du terrain, des entraînements type et une prise de recul, l'info, tu vas la trouver. Donc voilà pour notre test maximal aérobie. Donc là, finalement, quel que soit le sportif, quelle que soit sa discipline, c'est des choses qu'il peut mettre en place, c'est des choses qui peuvent lui permettre d'affiner son profil, peuvent lui permettre de voir ses progrès. S'il voulait refaire sa base, s'il voulait maximiser la pointe, bah, c'est des choses qu'il va pouvoir voir. Et de mon point de vue, ce qui peut être intéressant, c'est de l'associer à un test, on va dire, disons plus spécifique. Mhm. Si le but du jeu, c'est de gagner en efficience à basse intensité, ben, on peut s'amuser à mettre des choses beaucoup plus longues, avec de la récupération, par exemple, et voir ce qui se passe. Donc, tu parlais de la fréquence cardiaque tout à l'heure. Mhm. Bah, c'est un bon exemple. Je sais pas, tu peux t'amuser à faire enfin, s'amuser. Je suis pas sûr que toi, tu t'amuseras vu ce que tu viens de dire, mais ça pourrait être, bah, tiens, je vais faire, allez, euh, 3 fois 20 minutes à SV1, récup 6 minutes. Donc là, c'est quelqu'un qui est déjà bien entraîné, hein. Peut-être qu'il faudra plus le fractionner au départ. Alors, tu as Et dit trois puis, fois. Tu as dit. alors, j'ai dit 3 fois 20 minutes, récup 6. Là, je te l'ai sorti du chapeau. Ce que je voulais dire, c'est un effort relativement long. Normalement, au premier seuil, ça va tenir. Si ton public est quelqu'un de peu entraîné là-dessus, pas besoin d'aller sur des temps aussi longs, hein. Déjà, tu vas lui mettre, je sais pas, allez, mettons 6 fois 5 minutes, récup 3 à SV1. Ça va déjà être relativement difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais quand tu me parlais de fréquence cardiaque tout à l'heure, autant je ne serais pas un apôtre de la fréquence cardiaque sur le, comment dire, pour trouver des seuils, parce que ce sera très individuel. Pour autant, là, elle va avoir un intérêt parce que la fréquence cardiaque, elle est ni plus ni moins que ton compte-tour de ton système aérobie. C'est ta jauge hein, dans ta voiture. Et si le but, c'était d'améliorer ton efficience, bah, ça peut être intéressant de voir, tu vois, à SV1 ou proche de SV1, comment évolue ta fréquence cardiaque, parce que Le but, quelqu'un qui c'est. serait très efficient sur ces allures-là, sa fréquence cardiaque, elle va être hyper stable. Alors quelqu'un qui n'est pas du tout efficient, bah, évidemment, elle va dériver parce que ça lui demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il n'est pas très efficace ou elle n'est pas très efficace. Et donc, ça peut être un petit test que tu peux associer et puis bah, te dire, bah, tiens, en début de protocole, je fais ça peut être, finalement, c'est un test qui est un entraînement pour moi. Ok, donc le but, Euh, c'est pas de. Le but de mesurer la fréquence cardiaque, c'est de voir si elle ne varie pas. On s'en fout de sa valeur en absolu. Ce qui compte, c'est sa variation. alors, Et du coup, on s'en fout, oui et non. On s'en fout le jour 1, enfin le test 1, hmm.
parce que c'est simplement une photographie de l'instant T, Mhm. ou si la personne est peu efficiente, il y a de grandes chances que, d'une part, elle dérive vers le haut, et d'autre part, elle soit déjà relativement haute par rapport à sa fréquence cardiaque Oui, maximale. Donc, oui, c'est plutôt pas très positif en oui, soi. oui, oui. Sauf que si toi, ton client, par exemple, il te dit, bah, tiens, moi, Alex, avant, je faisais du CrossFit, j'invente ce que je dis, hein, et Mhm. j'aimerais même lancer un petit défi sur semi-marathon, bah, ça va être bien qu'il devienne efficient. D'accord, Parce qu'il aura certainement des capacités de force, mais je suis pas sûr qu'il soit très économique. bien sûr. Donc, certes, tu lui feras de la haute intensité aussi, hein, mais ça serait bien qu'il soit économique pour bouffer moins d'énergie sur son semi-marathon. Mhm. Et la logique voudrait que par ton entraînement, lorsque tu referas cette séance un peu type, parce que encore une fois, c'est plus qu'un test, c'est un peu une séance type, Mhm. que tu rendras peut-être plus difficile dans le temps, hein, avec sa progression. Bah, si tu refais la même séance type, la logique voudrait que s'il est plus efficient, déjà la FC soit plus basse dès le début, Oui, ce qui serait logique, hein, ça lui demande moins d'énergie pour la même vitesse. oui. Donc disons 10 à l'heure par exemple. Et puis logiquement, elle va moins dériver. Et si elle dérive moins, bah forcément, ça lui demande moins d'énergie. Et donc, il sera plus capable de tenir facilement son semi-marathon, voire peut-être même de courir plus vite que prévu. Mhm. Alors que ça se trouve, tu n'as même pas amélioré sa VO2 max. Mhm. Et puis, bah, à l'autre extrême, quelque chose qui est assez intéressant pour moi, et c'est quelque chose je pense que tu as déjà entendu quand tu fais des études en STAPS, c'est que le test VMA triangulaire classique, Mhm. ce qui peut être assez intéressant, c'est d'y associer un temps limite. Donc, en gros, le temps limite, c'est simple, hein. C'est OK, ta VMA, c'est ça, bah, je te mets à ta VMA, on voit de combien de temps tu tiens. D'accord. Euh, et ce temps limite, là où il peut avoir un intérêt, c'est que les gens qui sont en discipline ont besoin de développer leur VMA, leur VO2 max. Si on reprend mes deux exemples de tout à l'heure, en gros, le spectre de travail à VMA, il va de la VMA longue. Donc, Mhm. par exemple, ça peut être, allez, 5 fois 3 minutes, récup 1, 30, récup 1, suivant le niveau, D'accord. à, allez, 90-95% de la VMA, suivant le niveau. D'accord. Donc, c'est un entraînement, tu vois, qui est sur le papier qui paraît difficile, mais pour un Mhm. sportif d'endurance qui est très classique. Mhm. Lui, ce qu'il aimerait moins, le sportif d'endurance, c'est l'autre extrême, un intermittent très court, à 110-115% de la VMA. Mhm. Pourquoi 110-115? Parce que bah, on met tellement souvent des récupérations qu'à un moment donné, si on veut bosser le cardio, on est obligé de tricher un peu sur l'intensité. Et où là, on développera beaucoup plus, hein, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, des facteurs, comment dire, périphériques plus que des facteurs centraux. Et faire un temps limite, bah, finalement, va te permettre un petit peu de profiler ton athlète, sauf si tu es trouvé sur la VMA, il va vraiment pas tenir longtemps. Mais en principe, quelqu'un qui est bon sur les aspects cardio-respiratoires, qui est efficient, il aura souvent une plus grande capacité à tenir longtemps sa VMA. Et pour te donner un exemple concret, euh, alors, j'aime pas trop faire ça parce que j'ai l'impression de me mettre en avant, mais moi, c'est assez rigolo, c'est que mon allure sur 3000 mètres est exactement mon allure à VMA. D'accord. Ouais, donc tu arrives à la Euh, tenir très longtemps. voilà, moi, mon 3000, bon, c'est pas, pour du très haut niveau, c'est pas fou non plus, hein. Mon record, c'est 8,44. Alors que moi, en stage, on m'avait toujours dit, allez, la VMA, c'est 6 minutes, 4 pour les moins bons, un peu plus pour les meilleurs. Donc 8,44, on pourrait croire que je suis un ovni, mais en fait, non. C'est simplement que c'est vraiment mes qualités. Ouais. L'autre opposé, c'est moins mes qualités. Euh, donc tant mieux pour moi par rapport à ma discipline, mais pour Mhm. autant, j'ai d'autres points faibles qui font que bah, je suis pas à très très haut niveau non plus, hein. Je suis à bon niveau, mais je suis pas à très très haut niveau non plus. Mais ça peut être une information intéressante pour un petit peu affiner le profil de l'athlète, voir pour voir ce qu'il a besoin de bosser, voir comment il progresse, etc., etc. Ok. Donc, du coup, pour récapituler un peu et conclure ce podcast avec des éléments très pratiques pour les auditeurs. Donc, on fait notre test VMA. Donc, pour récapituler, Mhm. le test VMA que tu nous as présenté, c'est 2 minutes par palier et on augmente de 1 km/h par palier. C'est ça? Je t'ajoute un élément qui est Ouais. important, c'est la vitesse de début de test ou la puissance suivant le sport. OK. On a souvent tendance, je trouve, à faire sur le terrain des tests très courts en se disant eh, pas de temps à perdre, ce qui compte c'est d'aller chercher VMA. Déjà, plus tu commenceras le test à une intensité élevée, Élevé. Ouais. il y a deux options.
soit tu vas tellement commencer tard que tu n'atteindras même pas VMA parce que tes systèmes ils vont galérer, soit tu vas aller largement au-delà de VMA parce qu'à un moment donné, le système aérobie, il aura du mal à se mettre en route et finalement, tu vas plus faire un test lactique qu'un test aérobie. Mhm. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que sans non plus créer une fatigue énorme, mais à un moment donné, si on est chez des gens qui sont un petit peu entraînés, ils sont quand même pas capables de passer quelques minutes sous le premier seuil. Sinon, il y Mhm. a des questions à se poser. Mhm. Mais là, tu me parles de sportifs qui sont quand même un petit peu entraînés. Mhm. Donc, ce qui est important, c'est que vous commenciez votre test à une vitesse qui vous permet, une puissance qui vous permet de tenir plusieurs paliers sous votre premier seuil. Donc, si je te reprends l'exemple des triathlètes olympiques, Mhm. leur test, c'était 3 minutes d'effort et 30 secondes de récup. C'était simplement pour leur prendre le lactate. Mhm. Parce que je ne sais pas encore prendre du lactate à 21 à l'heure à côté d'eux. Euh, les hommes, c'était 12, 14, 16, 17, 18, 19. Donc, tu vois, si tu additionnes les temps, ça fait quand même une certaine durée jusqu'au premier set. Et les filles, c'était 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, et ensuite de 1 en 1. On faisait Ok. des paliers de 2 au début parce que justement, l'idée, c'était qu'ils ne passent pas non plus un temps énorme. Oui. Mais finalement, si tu réfléchis par rapport à des tests que peuvent faire beaucoup d'amateurs, Oui. ça fait déjà, tu vois, parfois un bon quart d'heure sous le Oui. premier seuil. Oui. Donc là, pour quelqu'un Mais qui n'est pas de haut niveau, est-ce que tu recommandes de commencer environ autour de 8 ou peut-être moi, je moins? pense que c'est pas mal. Je pense que Ouais. c'est pas mal aussi parce que, en plus, c'est des sportifs qui ont l'habitude de s'échauffer. Et tu vois, Mhm. c'est quelque chose qui m'a toujours paru bizarre, c'est que les sportifs d'endurance passent beaucoup de temps à s'échauffer. Mhm. Puis le jour où ils font un test VMA, ils font 2 paliers d'échauffement. Hein, c'est Oui, un peu d'accord. bizarre quand même. C'est paradoxal. Alors que, bon, s'ils sont un peu entraînés, 8 à l'heure, c'est quasiment de la marche rapide. Mhm. Donc voilà, tu prends pas trop de risques à faire 8, 9, 10. Mhm. Et puis si c'est des gens un peu moins entraînés ou des féminines, hein, qui logiquement seront un petit peu moins bons que des masculins, enfin moins bons, ils iront moins loin, Mhm. même si le premier seuil doit arriver assez rapidement, on a quand même pris le temps de passer par des paliers qui permettent de s'échauffer, qui permettent d'installer le système aérobie. Mhm. Parce que imagine le truc, où tu ne laisses pas le temps au système aérobie de s'installer, tu prends déjà le premier seuil, paf, tu prends déjà des ions H+ dans les dents, Ouais. c'est pas cadeau. Non, c'est sûr. Sachant que le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans le test et de poser les choses. OK. Donc ça, c'est Donc important de le rappeler. on commence à 8, à peu près 8 km heure. Toutes les 2 minutes, on augmente de 1 km heure la Hmm. vitesse. On arrive à SV1. Donc SV1, c'est le premier palier. Ouais, Donc on a dit que les indices qui vont vous permettre de savoir si vous êtes SV1, c'est votre ventilation et la capacité à tenir une conversation. ouais, complètement. Et ensuite, on continue. On arrive à SV2. Et donc là, les indices pratiques, les choses qu'on ressent qui peuvent nous permettre de savoir qu'on est à SV2, c'est qu'on n'arrive plus à tenir une conversation. Donc, on peut répondre, mais uniquement par des courtes réponses. Ouais, Notre fréquence cardiaque, et enfin notre ventilation, bien sûr, est beaucoup plus importante. ouais. On n'est pas en labo, donc on ne peut pas mesurer la CO2. Donc, on peut uniquement compter que sur ses sensations. On n'a pas encore une détérioration du schéma moteur, mais on est beaucoup plus conscient et il faut qu'on se concentre beaucoup plus sur notre technique. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que Ouais, je j'apprends suis des complètement conneries? d'accord. Complètement d'accord. Ok, tu me dis hein, si je commence à partir, hein, parce que Non, non, ça me va j'essaie de très bien. j'essaie de me rappeler de ce que tu nous as dit. Donc là, quand on arrive à avoir ces sensations, c'est qu'on est à SV2, on est au deuxième seuil. Ouais, complètement. Et du coup, on n'est pas très loin de la fin du test, en fait. Ouais, ouais, complètement. Et, Complètement. et combien de paliers il reste pour quelqu'un, voilà, pour quelqu'un qui est sportif lambda, on n'est pas au niveau, on n'est pas sur des Euh, profils comme toi alors, qui peuvent tenir très longtemps la VMA, on est sur des profils plutôt normaux, tu vois, le commun des mortels. Combien de paliers il reste entre le SV2 et la fin du test, à peu près? alors, je dirais 1 à 2 paliers. D'accord, ok. Finalement, ça va beaucoup dépendre du profil, le 1 à 2 paliers. Mm, Parfois, tu vas lancer un troisième palier, mais pour le valider, ce serait assez étonnant. mm, Ce serait assez étonnant. Et évidemment, euh, le fait d'être à moins haut niveau fait que tu as aussi moins de marge entre les paliers, parce qu'évidemment, si ton premier essai arrive à 10 à l'heure versus 19, mm, les choses peuvent être plus resserrées. mm.
et puis tu es en principe moins efficient. Mais voilà, un à deux paliers, en principe, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Euh, voilà, je te laisse finir, D'accord. voir si je te mets une bonne note. Parfait, oui, tu me diras si j'ai bien écouté. Donc, du coup, à la fin, quand on arrive à la fin du test, donc on n'arrive plus à tenir les paliers, hein, les 2 minutes à, à intensité, à la vitesse à laquelle on est, elle commence à être difficile et on n'arrive plus à finir enfin, la distance ou le temps. Donc, à ce moment-là, on arrive à calculer, on a notre VMA, ok. Hmm. Et ensuite, cette VMA, on va pouvoir l'utiliser comme référence pour nos séances. Donc, si on veut faire Ouais. de l'endurance fondamentale, on va être environ à 70%. Moi, c'est les valeurs que j'ai d'après mes cours. On va être environ à 60-70% de la VMA. Ou est-ce que Ah, c'est... alors là, c'est là où c'est un peu emmerdant, c'est que c'est une moyenne, c'est Oui, sur des centaines, des milliers de personnes, oui, et vraiment, c'est très individuel. ok, Alors souvent, plus on est à bas niveau, plus le pourcentage est bas, ok, ce qui est assez logique. Et plus on est au niveau, dans les sports aérobies, plus le pourcentage est haut. ok. Pour autant, c'est très individuel. Donc, moi, je vous invite vraiment à pas prendre des pourcentages. Sortez du côté Running Magazine, Traject Magazine, on vous donne un D'accord, plan, on vous dit c'est tant de pourcentage de FC Max. On fait ça parce que c'est simple. ok, Pour autant, je pense que ce serait simple aussi de faire un article comme on vient de le faire aujourd'hui et sans forcément faire un test VMA. Tu vas à l'entraînement, tu testes des allures, tu testes des vitesses, tu testes des puissances. Tu vas bien voir quand tu arrives les premiers seuils. Tu connais ta FC Max, là, tu peux faire ton pourcentage, il n'y a pas de souci. d'accord, d'accord, ok. Donc, plutôt travailler, ok, Mais bon, tu te trompes pas trop, 70-80, ce sera à peu près ça. ok, Parfois un peu moins, parfois un peu plus suivant le profil. d'accord, Mais entre 70 et 80, il y a un gouffre, tu vois déjà. oui, oui, oui. Entre même 60 et 80, parce que ça dépend aussi. Moi, c'est la fourchette que j'avais. Et encore, je pense que 80, c'est vraiment la limite haute. Je pense que j'avais entre 60 et 70 de la VMA en tant que intensité pour tout ce qui est endurance fondamentale. Ensuite, on passe à ce que moi j'avais dans les cours, l'endurance active ou le fractionné, où on va travailler en intermittence, du coup, avec un temps de course et un temps de récup. En gros, on va dire qu'il y a l'extrême, deux opposés. Je finis là-dessus, Oui, parce qu'après, tu as ton rendez-vous. Il y a les fractionnés longs, ce que je te disais, par exemple, du 3 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute 30. Et les fractionnés très courts, on va se dire le 15-15 pour faire ok, simple aujourd'hui. ok, ok. Et puis, bah, tu peux mettre des choses entre tout ça. Donc là, on est plutôt sur le travail de VMA, hein, même si nous, et peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, dans les sports aérobiques, tu te doutes bien qu'on fait pas que de la basse intensité, de la haute intensité. On a une gamme d'intensité, enfin, c'est ce qui, moi, me passionne, c'est d'essayer de construire des séances, et pas simplement reproduire des séances. Mais j'imagine comme toi en musculation, où tu Mhm. prends ta feuille, ton crayon, et tu essayes de te casser la tête par rapport à l'objectif, l'athlète, etc. Bien sûr. Euh, Grosso modo, des efforts d'une minute à VMA, enfin, des efforts d'une minute, tu es plus ou moins à 100-105% de la VMA. Donc, on peut se dire, allez, à VMA. Ok, Donc, ok, en gros, c'est le bon vieux 1-1 que tu as sans doute déjà fait. ok. Tu peux en faire, en principe, chez des gens entraînés, aller 10 à 12. Oui, oui. Puis, s'ils sont pas encore assez entraînés, tu le fractionnes en deux fois, hein. Tu peux faire 2 fois 5, 2 fois 6. Encore une fois, c'est à l'entraîneur de créer la chose et pas de simplement reproduire ce que vient de dire Anaël. Et puis, sur du fractionné long, on est plutôt, comme je te le disais, à 90-95% de la VMA. Oui, À haut oui. niveau, on est même quasiment à 100%, Mm. parce que l'efficience fait qu'on tient longtemps. Et puis là, c'est, comme je te disais, des efforts allez, je te dis 3 minutes, mais à haut niveau, en gros, c'est un millimètre. Tu vois, un Oui, millimètre à 20 à l'heure, ça fait 3 minutes. Euh, et puis, le fractionné court, ça peut être le 15-15. Bah, tu vois, le 15-15, on est à peu près à 110-115% de la VMA, donc c'est censé être des vitesses ou des puissances très élevées, hein, pour de l'aérobie. C'est pas du sprint, hein, mais on commence à être bien impliqué quand même. Et puis, bah, le dernier élément de conclusion, il est que quand tu veux développer tout ça chez des gens déjà entraînés, qui sont pas en reprise, hein, c'est important de dire tout ça, on s'est rendu compte que ça peut être intéressant pour développer ces différents facteurs, de passer au moins 4 minutes de temps de travail efficient. Ensuite, tu peux le fractionner en plusieurs séries, hein, comme en musculation. Tu n'es pas obligé de faire tout de suite du 30 fois 30-30, hein, évidemment, que pourrait faire un marathonien, par exemple.
donc, tu peux le fractionner en une, deux, trois séries, jouer sur la durée des séries entre enfin, jouer sur la durée de la récupération entre les séries, jouer sur le type de récupération, est-ce qu'elle est active ou passive. L'une augmentera la difficulté, augmentera la fréquence cardiaque, mais diminuera potentiellement aussi le nombre de Diminuera répétitions de séries, l'acidité. etc. Donc, c'est des choix à faire en fonction Ouais. d'où tu es dans ta planif. Et puis, pour finir, on s'est rendu compte que passer, allez, grosso modo, le quart d'heure d'effort, voire jusqu'à 20 minutes pour des sportifs de très haut niveau, mais chez lambda, c'est ce que je veux dire, mais sportifs amateurs, on va se dire 10-15 minutes, 15 minutes maximum. On s'est rendu compte qu'il y a une fatigue cardiaque qui s'installe, qui du coup va devenir un vrai problème sur la récupération, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, et finalement, tu as l'impression que tu bosses encore, mais tu bosses plus tout efficacement. Donc voilà, partir sur des blocs peut-être inférieurs à mes 4 minutes de temps de travail efficient quand tu débutes, quand tu es en reprise, pour, comment dire, prioriser la qualité plus que la quantité. Mais à un moment donné, quand on veut développer tout ça, il va falloir y passer quand même un peu de temps. Mhm. Et donc, bah, si tu fais tes calculs, hein, 4 minutes de temps de travail effectif sur du fractionné court, ça commence à faire beaucoup de répétitions. Atteindre 10-15 minutes de temps de travail global, ça commence à faire beaucoup de répétitions, voire plusieurs séries. Mhm. Mais encore une fois, si tu es entraîné, c'est assez logique de se dire que bah, quelqu'un qui tient sa VMA 6 à 9 minutes, sur du fractionné, il ne va pas la développer en faisant des blocs de 3 minutes. C'est plutôt logique. Mhm. Le principe du fractionné, c'est quand même de faire en sorte que ça soit un petit peu plus qualitatif et plus difficile que de le faire en continu. Tout à fait. Ok. Je vois qu'il est 28, j'étais bon dans ma conclusion. Oui, J'ai moins parfait. parlé que d'habitude. Parfait. Mais écoute, on va peut-être conclure. Il nous reste peu de temps. Merci beaucoup encore une fois, Naël, d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir expliqué un peu, m'éclairer à moi aussi un peu, parce que comme tu as vu, je travaille très peu, je travaille quasiment jamais avec ces repères, la VMA, la VO2 max ou même la fréquence cardiaque, c'est des choses avec lesquelles je ne travaille pas d'habitude. Moi, je suis plutôt avec le travail j'utilise comme repère en force la pourcentage de la RM et puis ce qu'on appelle aussi l'intensité relative qu'on mesure en RPE ou en RIR. Peut-être que le RPE te parle un peu plus. Donc, je suis Il me très parle loin. beaucoup et je pense que ça sera un sujet que tu peux te noter pour la prochaine fois. Oui, avec Parce que plaisir. là, on a fait très scientifique, on veut être précis, on veut un pourcentage, une allure. Alors que moi, au quotidien, je te cache pas que avec le haut niveau m'apprend que le ressenti est très important et que tu vois, j'ai commencé à te l'amener hein, sur la ventilation, etc. Bien sûr. Sur le pas faire le concours du meilleur tous les jours, etc. Et finalement, des outils comme le RPE sont hyper importants on pourrait se dire, ouais, mais c'est subjectif, mais finalement, pour être plus fin et plus précis parfois. Oui, oui, et puis bien sûr pour s'adapter à la forme du jour. Parce qu'on a Bien beau sûr. avoir une VO2 max calculée un jour J, bah, il suffit d'avoir passé une semaine un peu compliquée ou d'avoir mal dormi, d'être un peu moins hydraté que d'habitude, avec les changements climatiques et tout. Bah, le jour J où je suis en train de m'entraîner, peut-être que ma VMA ce jour-là n'est pas la même que celle que j'ai calculée quand j'étais en pleine forme la semaine dernière. Complètement. Et pour moi, et c'est important de dire ça pour conclure, l'entraînement et notre métier n'est que adaptation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une grosse base, une grosse expérience, etc. pour s'adapter le plus justement possible. Mais si tu as des jeunes auditeurs qui sont des étudiants passionnés, à un moment donné, il faut bien commencer quelque part, il faut bien se plonger dans des livres, dans des articles ou dans des podcasts ou d'autres choses. Mais je vous mentirai pas en vous disant que les meilleurs entraîneurs que j'ai croisés, hein, et on pourra peut-être citer des noms la prochaine fois qui parleront à tes auditeurs, sont des gens qui au quotidien, certes, ils ont un plan, mais ils changent tous les jours. Bien Ils sûr, changent tous les jours et c'est leur capacité à l'accepter et à se tromper le moins possible qui fera qu'ils atteindront de très hauts objectifs. bien sûr, tout à fait. Je vais conclure cette vidéo. Anaël, tu restes en ligne. Ouais, Je vais arrêter l'enregistrement, mais on échangera un peu plus pour notre prochain podcast. Donc, merci encore à yes. vous d'avoir tenu aussi longtemps pour ceux qui sont toujours là. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous aimeriez que je développe avec Aniel, donc spécialiste encore une fois des sports d'endurance, dites-le moi dans les commentaires. D'accord? Je pense que ça serait un plaisir pour nous de refaire un prochain podcast et de répondre vraiment à des questions pratiques. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Merci encore, Anaël, d'avoir participé et de nous avoir partagé
ton savoir et ton expérience dans ce domaine que je ne maîtrise pas. Et peut-être à une prochaine fois, dans un prochain podcast. Merci à vous et à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci, Alex.